bienvenue dans ce MangaCast numéro 48. Un numéro pour fêter en fait les 100 ans de l'animation japonaise dont on avait déjà parlé dans une émission précédente sur Japan Expo. Et nous recevons à cette occasion, alors aujourd'hui on a plein d'invités, on a un panel de spécialistes, ils sont 3. Et on va commencer par là-bas, on a Fabrice Renaud, traducteur et attention, agent. Bonjour, bonsoir. Agent de la circulation. C'est vrai que c'est un peu court, agent. Il n'y a pas d'autres termes. Alors, on m'a flingué agent, mais bon, en gros, c'est, je me charge de trouver des invités pour des événements, surtout en Belgique. D'accord. Je connais un petit peu ce job. Il est déjà venu, mais on l'adore. Il y a aussi Olivier Fallet de la plateforme Crunchyroll. Bonjour, merci. Bienvenue ici. Pour l'invitation. Encore une fois. Et là, c'est une première aussi. On a Marc. Alors attention. Agues. Ouais, j'ai eu un doute sur le. Comment Agues. Salut. Chez moi, c'est tout le temps comme ça. Hein. Je suis jamais sûre de comment on prononce les choses. Okay. D'ailleurs, c'est Akshehir au passage. Et donc, qui est responsable de Katsuka, le site internet bien connu. Site internet et émission de télévision sur No Life. Mais oui, c'est vrai aussi. Voilà. Donc, sur l'animation. En de général. Tous horizons. J'adore recevoir des gens qui en savent tellement plus que moi sur l'animation japonaise. Moi, je suis très manga et je sais beaucoup moins animation. Mais donc, avant de discuter tranquillement, on commence par un quiz. Bon, en fait, j'ai qu'une seule question. Bon, j'en ai plus après par la suite. Et nous, on pue. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, pardon. Non, mais les gens ont l'habitude. Non, ils n'ont pas l'habitude. Le pire, c'est que juste avant de commencer, je me suis dit, ah merde, j'ai oublié d'écrire mon nom. Bon, il y a toujours Kobito à la technique. Le mec jamais content, il y a moi. Bonjour. Kobito. Salut. Toujours de la charmante Cédéto, mais de toute façon, pour une émission sur l'animation, tu ne pouvais pas ne pas être là. Non, pourtant, j'ai raté l'émission sur les shoujo et j'y repensais, je me disais comment c'est possible, mais celle-là, c'est pas possible, je ne peux pas la rater. Et on a également Monsieur Culot qui est là également. Salut. Donc, la fine équipe quasi au complet. Il manque les petits nouveaux, mais les pauvres, ils viennent de commencer, on va pas tout de suite les charger. Non, et puis il n'y a plus de place. Ouais, ils sont autour de la parce table. que là, du coup, on est toujours sur notre superbe table en forme Nika belge, qui est juste. Qui n'est pas belge. Mais si, elle est pas belge. Qui est polluée de câbles et autres, parce que là, j'avoue, on est vraiment au maximum de la capacité possible. Faudra y penser pour les prochaines fois. Donc, j'ai dit qu'il y avait un quiz. Alors, attention. Non, alors, je la fais. Enfin, facile. Non, je pense que parmi les auditeurs, il n'y a pas grand monde qui pourrait répondre. Qui connaît le nom, puisqu'on fête les 100 ans, du tout premier animé fait au Japon? Et attention, il y a un piège. Alors déjà l'année c'est 1917 pour le premier retrouvé évidemment. C'est facile puisque c'est les 100 ans. Et ça commence par c'est Nakamura, c'est Junichi Kochi le réalisateur. Ok. Et j'ai dit qu'il y avait un piège. Bam, tombé dedans. Alors il y en a un qui a été fait en 1907. On a retrouvé une trace, mais on n'a pas la copie du film. Donc voilà. Est-ce que les autres ont une idée? Non, ça doit être un court-métrage déjà. Alors c'est un court-métrage, il fait 4 minutes. Tout à fait. Donc le premier dont une copie existe date de 1917 et c'est celui de Junichi Kochi, et le précédent j'ai oublié le nom. En fait on a des traces de son existence mais le film n'a jamais été retrouvé. C'est exact. C'est l'histoire du concierge Mukuzo Imokawa par Oten Shimokawa. Et donc on a effectivement aucune trace dans le sens où on n'a aucune copie aujourd'hui. On sait que ça existait. C'était en 1917. Également, et il faisait un peu plus long, il faisait 5 minutes. D'accord. Mais on considère que c'est The Dual Sword de Junichi Kochi comme le premier, puisque c'est celui dont on a la copie, que vous pourrez d'ailleurs retrouver. Alors, il y a le site japonais, je mettrai le lien dans le site internet, qui a mis en ligne l'intégralité donc des tout premiers films d'animation, enfin films entre guillemets, on est sur 5 minutes. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mangacast.fr pour retrouver le lien. Et il me semble que la Bibliothèque nationale également a mis en ligne tous les films également, ou en tout cas a fait le lien cette année pour les 100 ans de l'animation japonaise, toujours en partenariat avec Japan Expo essentiellement. Alors pour la technique, on est sur du bête dessin animé, c'est-à-dire des dessins superposés qu'on a animés. C'est du cut-out, donc c'est beaucoup de papier découpé, enfin de dessins découpés, etc. Ils connaissaient pas encore les celluloïdes et tout ça évidemment. Exactement. Et l'animation était artisanale au Japon. Ils ont vraiment commencé en apprenant sur le tas, quoi. Et en plus, ils ont eu le grand tremblement de terre du Kanto et autres choses qui ont un petit peu fait régresser le peu d'évolution qui avait été constaté au début des années 1900, quoi. Donc voilà.
Beaucoup de films artisanaux, très courts, sans son, puisque c'est. Oui, en plus, et en noir et blanc. Oui. Mais c'est très intéressant à regarder. Et le site dont tu parlais est génial, puisque justement, il s'est classé par réalisateur. Oui. Et donc, c'est toutes les premières générations d'animateurs sont représentées, avec des photos et tout, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et notamment ceux dont on va parler juste après. Ouais. Et c'est gratuit pour les regarder. Oui, en plus. Et c'est en anglais. Et le site est en anglais également. Oui. Alors, on va parler un peu de la période d'avant-animation liée au manga. Est-ce que vous connaissez les évolutions majeures qui ont amené l'animation à ce qu'elle est aujourd'hui ? Genre, les premières techniques. Alors, juste après le papier, il y a quoi ? Ok, c'est les premiers films en cellulo. Non. De quoi, au Japon ? Ouais, il y a une technique avant. Il y a eu les ombres chinoises. Ouais. Ah. Il y a eu effectivement le Chiyogami. Voilà, qui est une technique de découpe de papier. Ça ressemble au kamishibai, a priori. Enfin, c'est un peu différent, mais c'est dans la même lignée, c'est-à-dire le théâtre d'ombre dans l'esprit. Et donc ensuite, on arrive au cellulo, effectivement. Ouais. En 1934, avec Dance of the Shagama, par Kenzo Masaoka. Me dit ma fiche. Salut la fiche. La fiche est très très bien faite, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a après les cellulos ? On a la couleur. Il y a un petit truc avant la couleur le son qui est... Alors, il y a le son, ça, je l'ai pas noté. Il y a un truc qui va juste après les cellulos sur la technique liée au cellulo. La caméra multiplane. Ouais, il est bon. C'est vrai, c'est ça. C'est ça. Qui arrive en 1941. J'ai fait quelques conférences à Japan Expo, donc, mais je m'étais pas amusé à mettre ça dans l'ordre forcément au niveau des techniques. Ouais, c'était histoire qu'un peu les gens savent qu'il y a... En fait, on estime tous les 10 ans à peu près qu'il y a eu une grosse évolution majeure dans l'animation, donc jusqu'à à peu près les années 60. La caméra multiplane, c'était en 41, donc c'est vrai qu'avec c'est à peu près toutes les dizaines, ils ont un peu amélioré. Mais c'est marrant parce que je pensais effectivement que le celluloïd, c'était un peu une finalité qui avait duré un certain temps, mais en fait, la caméra multiplane, c'est une petite nuance, quoi. C'est la profondeur entre les celluloïdes qui permet de créer des effets de profondeur. On a peut-être eu ça plus longtemps qu'on ne le pense, en fait. Ouais. Et à la toute base, juste, il y avait la caméra des frères Lumière à la toute base, on a oublié de le dire. Mais oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que je suis pas remontée aussi. Non, parce qu'il y a aussi les émakimono, les rouleaux peints dont Takahata est fan. Là, c'est un autre débat. Mais bon, en tout cas, voilà. Et alors, du coup, la couleur, avec quel film ? Alors le premier, c'est le serpent blanc. Alors le long métrage. Premier long métrage, c'est pas le premier long métrage japonais puisque le premier c'est Momotaro et c'est plutôt propagande, etc. Qui est ressorti en Blu-ray récemment d'ailleurs. Bonne ambiance. Voilà, mais le premier long métrage commercial couleur, c'est le serpent blanc de la Toei. La Toei Animation étant un studio qui a été fondé par Kenzo Masaoka et l'ancien studio de le premier qui a bossé en cellulo du coup. Tout à fait. Mais la première fois qu'il a été diffusé en France en 62, et il ne s'appelait pas La Légende du Serpent Blanc, c'était La Légende de Madame Pianyang. Madame quoi ? Pianyang. Ils se sont trompés de pays. Bah non, parce que c'est une légende chinoise. D'ailleurs, pour info, le premier film d'animation donc en 1926 avec justement cette histoire de théâtre d'ombre, c'était sur l'histoire du roi singe qui inspira des années, enfin qui est une légende chinoise et qu'on retrouvera après avec Dragon Ball, etc. Et d'autres adaptations. La légende du roi singe, c'est oui, ça apparaît dans plein de Kobito, Popopo avec le t-shirt aujourd'hui Dragon Ball, voilà. C'est de la propagande. Kubo est parmi nous, c'est ça. C'est ça. Spirit of Kubo. Donc voilà un petit peu. Bon, c'était pour retracer un peu on va dire l'historique des premières techniques vraiment d'animation, mais on est très loin de ce que nous connaissons tous par cœur, qui est plutôt les dessins animés liés à l'univers des mangas. Et oui, on connaît aussi l'animation américaine, mais entre autres l'arrivée des mangas. Alors, et des séries télé. Parce que là, on est passé du court-métrage au long-métrage. Exactement, Il n'y avait pas encore de série. Il n'y avait pas encore de série. Bizarrement. Chez nous, c'est Astro Boy. Enfin, même au Japon, c'est Astro Boy qui arrive vraiment. Pas au Japon, mais aux États-Unis, il y avait quand même quelques séries d'animation, notamment la série Superman en 41, 43. Le Japon n'a pas le même parcours de. Mais c'est vrai que le Japon était en décalé. Et donc, du coup, Astro Boy. 1er janvier 1963. Moi j'avais 63, vous n'avez pas la date. Il est bon. 1er janvier, c'est pas mal. Non, c'est ça, c'est le 1er janvier 63 jusqu'à combien de temps ? Parce que c'est pas tant que ça en fait, c'est 3 ans. 66. Oui, c'est ça, ça doit faire un peu moins de 200 épisodes, entre 150 et 200 je crois. C'est pas mal pour un début. Bon, ok, pour un par rapport à toutes les séries en 13 épisodes en 2017, c'est plutôt... D'ailleurs, on va y reparler à ce format-là. D'ailleurs, pour vous, pour nous, c'est un peu là où tout le monde... Enfin, on a un peu commencé. Bon, nous, on a commencé un petit peu plus tard quand c'est arrivé en France, mais vous, c'est quoi votre premier
premier titre qui vous a fait un peu tomber dans la marmite? Moi, c'est Goldorak en 1978. Voilà, j'avais. Trop tard, t'as dit la date, tu dois dire l'âge. J'avais une dizaine d'années et ça a été la révolution. Avant ça, je connaissais que Casimir, Nounours, Un rue Sésame et puis quelques dessins animés comme Scooby-Doo, des choses comme ça. Et Goldorak, et puis dans la foulée Candy, Albator, Capitaine Flamme. Et j'ai fait partie de la première génération, la première vague. On sait tous aujourd'hui qu'il y avait eu des dessins animés japonais avant Goldorak, puisque Le Roi Léo, Princesse Saphir, des choses étaient déjà passées avant, mais c'était des dessins animés qui ressemblaient plus à ce qu'on pouvait déjà voir. Donc voilà, la vraie révolution, effectivement, c'est des robots géants, c'est des drames sentimentaux, c'est de la science-fiction, voilà. Et donc moi, c'est ça qui m'a marqué forcément dès le départ. Et c'est surtout la série qui était la moins lourde à ramener dans l'avion au niveau des bobines c'est ce que dit la légende. Voilà. C'est ce que dit la légende du monsieur français Bruno René Hufias, c'est ça? Oui. Qui a ramené Goldorak parce que il est allé au Japon et puis il y avait plein de séries à acheter et celle-là elle avait pas trop d'épisodes. En fait, surtout il hésitait entre Mazinger et celle-ci. Et Mazinger, il y avait plus de bobines à transporter. Ah, d'accord. Ça tient à pas grand-chose quand même. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas Mazinger, c'était le héros, c'était chez nous connu Alcor. Et c'est la première série de robots de Goldorak, il a un rôle complètement effacé, voilà. C'est ce qui fait qu'au Japon, Goldorak n'a pas eu le succès qu'il a eu en France. Alors que nous, oui. Alors que nous, il a même fait la couverture de Paris Match. Voilà, cette fameuse couverture avec moitié Goldorak, moitié Hitler. Mémorable. On a eu de beaux jours, Alors, de ton côté, Marc? Alors, moi, je suis un tout petit peu plus jeune qu'Olivier, donc je n'étais pas né en 1978. Donc, je fais partie de la génération juste après. Attends qu'on parle de Cédéto. Et donc, moi, c'est plutôt. Alors, j'essaie de me rappeler des VHS que j'enregistrais, que je regardais le plus. Donc, c'est Astro, beaucoup, la série en couleur. Albator, Cobra, énormément Cobra. Conan le fils du futur. En fait, j'ai du mal à en citer une parce que je l'ai regardé tout en boucle. Je demandais à mes grands-parents, mes parents d'enregistrer et j'avais ça, je les connaissais par cœur. Les enregistrements VHS. Oui, VHS. On avait la chance d'avoir un magnétoscope donc au début des années 80, donc c'était cool. Ce qui était très tôt parce que effectivement, c'était un luxe et du coup donc c'était et j'ai des souvenirs. Voilà, Cobra. Enfin, le nom de mon site Katsuka est une référence à Cobra. Enfin, c'est Cyber Adventure Tsuka. Donc Katsuka, ça veut dire ça à la base. Donc voilà. C'est un titre de jeunesse, donc j'ai abrégé et donc c'était Space Adventure Cobra. Moi j'ai fait Cyber Adventure Tsuka, genre Tsuka c'est mon pseudo, les aventures cybernétiques de Tsuka sur internet. Youhou, on était en 98, 99 quand j'ai créé le site. C'est plutôt honorable. Voilà, donc après j'ai mixé, enfin j'ai raccourci en Katsuka. Donc Cobra c'est vraiment, je pense, mon premier souvenir avec Albator d'animé plutôt adulte, parce que Astro c'était vraiment un divertissement génial. Conan, il y avait un souffle épique, un souffle d'aventure, mais alors Cobra, l'homme de verre, tout ça, ça reste ancré quoi. Et voilà, donc c'est plutôt ces 3-4 séries, je dirais, qui m'ont vraiment marqué. Moi, je garde un souvenir du premier épisode de Cobra. J'avais l'impression qu'il avait duré très 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 longtemps. Il se passait tellement de choses, c'était tellement riche, on était tellement tout de suite dans l'action que j'avais l'impression que cette série tout de suite était géniale et que l'épisode avait duré trop longtemps. Ouais, par la suite, en fait, il dure absolument la même durée que n'importe quel épisode de série de cette époque. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'était lié au fait que cette série était vraiment. Elle était super riche. En plus, dans le premier, il raconte beaucoup. Dans les cours de récré, les épisodes de Rove Ball, on parlait que de ça. Et du coup, toi, Fabrice? Oh là, moi, écoutez, le plus loin que je m'en rappelle, c'est Princesse Saphir. Et effectivement, puisque c'est le premier animé qui a été diffusé en France, enfin animé japonais qui a été, je ne suis pas si vieux que ça. Mais 74 quand même. Exactement, 1974 pour la télévision française. Oh là là. Ouais, donc, à moins que ce soit la rediffusion de 1989. Non. Ah bon. Non. mais non. C'est gentil. C'est très gentil. Mais de toute façon, il y en a un paquet d'épisodes Princesse Saphir. Il y en a 52, je crois. 52, ouais. Donc j'ai dû voir ça vers la fin. Mais non, donc il y a Princesse Saphir, Goldorak, Albator, et puis après tout ce qui est maintenant devenu des classiques, quoi. Albator, Cobra. Je me souviens de Robotech.
mais c'était un petit peu plus tard. Macross. Mais c'était sur la 5, sur la 5 en 87, c'est arrivé. Après, c'était. Et ça, je me souviens d'avoir bouffé. Je crois qu'ils avaient, grâce à Monsieur Berlusconi, et les rediffusions, mais j'avais dû voir 20 épisodes à la suite, à un moment, ou sur un week-end. Pour ceux qui sont étrangers, donc effectivement, la plupart des dessins animés dont on parle actuellement étaient. Enfin, on les a vus sur la chaîne la 5, qui a disparu par la suite et qui effectivement appartenait à Berlusconi. Ça c'était le premier gros tunnel d'animé japonais à la télévision avant Dorothée. Avant, il y en avait eu sur France 3, Canal, enfin il y a eu plein de chaînes Antenne 2, mais c'était pas tout d'un coup, des rendez-vous avec des soirées, des rentrées de l'école à 4h30, t'allumais ta télé, t'en avais pour des heures. De 5h à 7h30, il y en avait, voilà. J'ai passé beaucoup de temps dans la télé en fait, moi petite. Et puis sinon, il y avait Ulysse 31, faut pas l'oublier. Ah oui, mais là, bon, c'est pas vraiment que japonais. 49, 51. J'ai un petit côté cocorico. Mais Ulysse 31, moi, le truc, c'est que je me souviens que je faisais chier mes parents parce qu'on mangeait à peu près à la même heure. Donc, je les emmerdais pour me lever de table, regarder les 5 minutes qui passaient en semaine. Et c'est qu'au bout de quelques mois que j'ai compris que tout était rediffusé le samedi après-midi en entier. L'épisode en entier, alors que il était tronçonné en 5 fois, 5 minutes. Et puis t'avais le générique et puis t'avais 3 minutes d'épisode et après t'avais le générique de fin. Ah ouais. Puis ma mère était Fabrice, reviens à la cuisine. Je me rappelle les petits lapins bleus qui nous présentaient la 5 le soir, après l'école. D'ailleurs, je crois que le truc c'était Youpi, l'école est finie. Hein. Oui. Non, j'étais en train de me rappeler le Youpi, l'école est finie. Ça y est, on l'a perdu. Des petits lapins bleus dans sa soucoupe volante. Parfaitement. Tu veux dire que tu te rappelles du lapin bleu dans la soucoupe volante? L'école est finie, Youpi. Du coup, est-ce que vous vous rappelez un petit peu de cette époque en 74 quand il y avait la réception du public en fait, comment elle avait été parce que il y en a un qui était pas né. Quand Princesse Saphir est la première fois que Princesse Saphir est passée. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vraiment vu Le Roi Léo et Princesse Saphir quand c'est arrivé. Je suis tombé sur des épisodes, mais je ne saurais pas dire si c'était avant ou après Goldorak, puisqu'effectivement, je pense qu'après ça a continué. Je pense que ça passait le samedi après-midi, a priori, il me semble. Je suis d'accord, pour beaucoup de gens, en fait, on confond la pub, l'origine, la première fois que ça a été diffusé, merci, j'étais sursortie, moi, je suis très manga. Et la première fois que c'est diffusé et la rediffusion. Par exemple, moi, mon prénom vient d'un dessin animé japonais, on va se taire sur le prénom. Et en fait, je me souviens parfaitement du générique, parfaitement des épisodes. C'est impossible puisqu'on m'a appelé comme ça avant ma naissance. Donc, mais sûrement que ça a été rediffusé. Et en fait, sur les années, on se perd un petit peu. Mais la réception du public, c'est plutôt vers Goldorak. Ça s'appelait d'ailleurs Prince Saphir au début, c'est ensuite que ça s'est appelé Princesse Saphir. La tête des mecs quand ils ont dit ah mais c'est pas un mec, c'est une fille. C'est toute l'histoire en fait. Oups. À l'époque, Oscar avant l'heure. On se posait pas autant de questions malgré tout. Mais ils sont quand même plantés. Donc non, pour moi, il y a dû y avoir des questions parce qu'avec la loi de 71 sur le dévoiement de la jeunesse dans les programmes justement pour la jeunesse, ça devait être un peu tendu quand même. On a quand même commencé par fort. Hein. Ils auraient pu commencer par Astro Boy, non, Princesse Saphir. Et le Roi Léo. Léo. Et ça aussi, je m'en souviens très bien du Roi Léo. Moi vraiment pas, non. Pareil. C'est vrai si, moi ça m'avait beaucoup je me rappelle d'Astro Boy, mais je crois que j'ai dû voir surtout les épisodes. Enfin, je me rappelle surtout du générique, mais ça doit être les épisodes en couleur, donc. Oui, mais de toute façon, nous n'avons jamais eu la première série de 1963 qui est en noir et blanc. Puis la série d'Astro Boy en couleur qu'on a connue était vachement plus poussée à l'antenne. Moi, je me rappelle, c'était antenne. C'était sur TF1 le samedi après-midi. TF1. Et il y avait une vraie interaction. Il y avait des jeux. C'est ça. Sur mes cassettes vidéo, il y avait. Enfin, c'était trop tard, je pouvais plus appeler, mais enfin j'avais encore toutes les annonces pour jeu concours. Donc l'exposition était vraiment plus importante pour Astro Boy. Et du coup, à l'époque, les mangas étaient pas le manga papier en tout cas de certains n'était pas encore sorti. Et souvent il y avait de l'animation qui était faite indépendamment du manga. Vous trouvez que ça, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que ça a beaucoup changé? Est-ce que l'animé par exemple est juste une extension du manga, une récupération du manga pour faire de l'exploitation, ou est-ce que ça a vraiment du sens
Plutôt oui, mais d'ailleurs la preuve c'est qu'aujourd'hui au Japon il est de plus en plus difficile de lancer des créations originales, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas adaptées d'un support existant, que ce soit du manga, du light novel, du jeu vidéo ou alors des projets qui s'appellent cross-média qui sont lancés d'emblée avec un manga, un jeu sur mobile, une série télé. Des vraies créations 100% originales comme on a pu tant en voir dans les années 70, 80 et même 90, quelque chose comme Evangelion par exemple. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce que pour convaincre les investisseurs, les producteurs, les chaînes sur un concept qui part de rien, ils sont frileux et s'il n'y a pas une notoriété ou quelque chose qui est installé, c'est quelque chose qui verra difficilement le jour. Donc du coup, oui, le manga, pourquoi il y a beaucoup plus d'adaptations de manga et surtout depuis quelques années de light novel, parce que ça rassure. Mais du coup, est-ce qu'effectivement ça crée des œuvres à part entière ou pas? J'ai moins l'impression que c'est le cas en fait, par rapport à ce qu'on faisait avant. Ce qui guide la création aujourd'hui, c'est des potentiels supports qui ont déjà une réputation qui assure un minimum entre guillemets de succès de la série, que ce soit des jeux vidéo ou des romans, c'est ça? C'est ça. Je pense que ça rassure aussi tout simplement les financeurs, qu'une œuvre originale, qu'un animé soit basé sur une œuvre existante qui a fait ses preuves, qui a déjà un public, qui a vendu tant de machins. Mais c'est pareil dans toute la production audiovisuelle aujourd'hui. C'est beaucoup plus rassurant d'avoir une œuvre audiovisuelle basée sur un roman, une BD, n'importe quoi. Des films adaptés de comics. Oh là là. Les comics, parce que voilà, mais et les reboots et les machins, et même là où je travaille dans la BD, des fois, il y a on vend des droits de BD qui sont pas vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires, mais les producteurs cherchent une œuvre originale sur laquelle se baser. Et voilà. Après, pour l'animé, je pense que quand même, vu le nombre de séries produites au Japon, il y a quand même plus de créations originales finalement chez eux en nombre que chez nous. Mais c'est vrai que par contre, il y a quand même beaucoup de mangas ou de jeux vidéo qui servent de base. Et puis, c'est le merchandising aussi. C'est ce que j'étais en train de me demander, puisqu'il me semblait que pour Kill la Kill, alors je sais pas si c'est une info sûre, mais que dans le comité de prod, il y avait des fabricants de figurines. Du coup, ils s'assuraient de vendre un merchandising fort avec des chara-design forts pour avoir derrière un plan entre guillemets. Ça a toujours fonctionné comme ça au Japon. C'est ça. Notamment les séries de robots. Enfin, pour le coup, les séries de robots, c'est pas grave s'il n'y a pas une œuvre originale à la base, mais on crée les jouets, ensuite on crée l'animé. Tout à fait. Voilà. La même chose pour la musique. Il me semble que Sailor Moon c'était pareil. À la base, ça avait été assez poussé pour le merchandising qui allait derrière. Ce qui est pas grave, ce qui est génial. Ça marche toujours très bien sur Sailor Moon. Ça marche toujours très bien. C'est quand même plus rassurant de savoir qu'il y a un marché en fait, tout simplement pour plein de choses, pour le produit dérivé, pour l'animé, pour le manga, plutôt que de chercher coûte que coûte une œuvre originale. C'était le cas aussi pour Crimi Mami. Oui. Madame Takada avait été contactée par je sais plus quelle marque de jouet. Non, mais le producteur du jouet, et donc elle m'avait dit qu'elle s'était cassé la tête à faire des sketchs de ce qui allait devenir Crimi Mami, et à chaque fois le producteur de jouets n'était pas content parce qu'il voulait une tête plus grosse et elle voulait pas faire une tête plus grosse comme une poupée, parce que lui il voulait vendre des poupées, et au bout d'un moment ça a été, mais elle m'a dit j'ai pas arrêté de faire des allers-retours, tenez voici, non faut faire plus gros, non mais on peut pas. Sinon c'est un ballon de bodoche. C'est une petite fille, ça n'est pas possible. Donc il y a pas que l'ami des chats, elle avait tout compris. Voilà. Donc il y a de nos jours, je sais pas si en fait ce qui a changé pour moi, c'est que dans les années 70-80, pour faire un dessin animé, il y avait beaucoup moins d'interlocuteurs. Il y avait certains fabricants de jouets qui étaient nécessaires pour la rentabilité du dessin animé. Il y avait un studio qui était en charge ensuite de monter le projet animé. Il y avait la chaîne qui allait le diffuser, et éventuellement un éditeur. Mais voilà, et ça tournait avec 3 acteurs qui étaient des poids lourds chacun, qui avaient les reins pour financer l'argent énorme qu'il faut mettre pour produire un dessin animé. Mais finalement, dès qu'on s'entendait sur le départ, sur le concept pour faire les jouets, comme tu le décris par exemple sur Crimi Mami, ensuite le studio, je pense qu'il avait une relative liberté pour travailler en interne et pour créer le dessin animé. Et ça a donné des choses géniales, parce que du moment qu'il respectait ce cahier des charges et qu'après il y avait les jouets, il y avait quelque chose qui naissait naturellement de tout ça et qui a fait ces séries qu'on a tous connues. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup
d'acteurs, parce qu'il y a des comités de production, il y a plein de gens qui mettent un peu d'argent, et ça fait beaucoup de gens qui interviennent, qui veulent tout contrôler, et je pense que la marge de créativité du studio, elle est beaucoup plus réduite, et aujourd'hui le studio, il est vraiment plus comme un prestataire de service qui va réaliser. Et c'est là-dessus qu'on a perdu, je pense, dans la créativité des séries d'aujourd'hui. Mais à l'époque, les techniques d'animation étaient déjà beaucoup plus complexes, enfin, je veux dire, à réaliser, et donc ça a augmenté sensiblement le coût. Aujourd'hui, que la technologie a quand même largement évolué, que c'est beaucoup plus accessible, maintenant, notamment par ordinateur, on peut faire énormément de choses. Ça n'a pas réduit les coûts, du coup. C'est pas tout à fait C'était comme ça. peut-être en parallèle avec le déclin aussi par rapport à leurs années un peu glorieuses niveau finance, disons. Je pense que le truc, c'est que les studios d'animation, de toute façon, c'est pas eux qui touchent l'argent des succès animés, hein. C'est les sponsors, c'est comme tu disais tous les intervenants financiers. Et à comparer avec la France, en France, il n'y a pas de merchandising en fait pour les séries d'animation, donc et c'est les chaînes qui produisent, c'est les chaînes qui financent les séries qu'elles vont diffuser, et du coup elles contrôlent beaucoup le scénario, et donc c'est beaucoup moins libre. Mais au Japon, je pense qu'un des soucis aujourd'hui aussi, c'est que c'est moins mainstream au niveau du merchandising, c'est des petites niches. Ça va être, beaucoup les otaku qui vont acheter beaucoup, surtout les produits dérivés. Donc du coup, ça réduit pas mal, ça multiplie effectivement peut-être les intervenants, les produits qu'on peut faire. Et voilà quoi. Mais par contre, l'animation par ordinateur, ça coûte pas moins cher que l'animation 2D. C'est bien de casser les fausses idées. Je pense que les animateurs, ils sont toujours aussi mal payés qu'avant, et que les coûts n'ont pas forcément baissé. En fait, moi je pense quand même qu'aujourd'hui ça coûte moins cher de produire de l'animation qu'autrefois, parce qu'autrefois c'était archaïque, il fallait filmer, etc. C'était des moyens très lourds et très longs. Aujourd'hui, il y a une meilleure réactivité et un meilleur contrôle de l'image. Mais du coup, ça a permis aussi d'augmenter la qualité et ce qu'on peut faire dans une production télé, par exemple. Donc, mais les coûts sont toujours tirés de plus en plus vers le bas, malheureusement. Donc, même si ça coûte moins cher, c'est pas pour autant que les studios sont en meilleure forme. Au contraire, d'ailleurs, justement, ils étaient beaucoup plus... peut-être dans de meilleures conditions de travail autrefois que maintenant. Oui. Ouais, après, ils ont toujours optimisé là, dans l'animation japonaise. Enfin, la base de la base, c'est Tezuka, c'est Mushi Productions, c'est Astro. C'est de toute façon, dès les années 70, trouver des astuces pour travailler vite, pas cher. Donc, ils ont toujours optimisé à mort depuis le début, donc voilà, c'est pas comme aux États-Unis où ils ont 100 millions de dollars pour faire un long métrage et ils peuvent passer 6 mois à faire bosser 30 designers sur l'univers graphique d'un film et ne retenir que 3 idées parmi tout un artbook de Pixar, quoi. Enfin, je pense qu'il y a quand même un problème, et c'est au niveau de la distribution, parce que avant il y avait plusieurs séries télé, mais ça passait sur les chaînes de télé japonaises normales, alors que maintenant ils ont de plus en plus de difficultés à se faire produire par les chaînes télé, et donc ils sortent ça en DVD, en Blu-ray, qui coûte la peau du cul. Ça a toujours coûté cher, mais surtout, oui, il y a les grandes chaînes passent de moins en moins d'animation. Je me rappelle plus, ils ont autant de chaînes que... Enfin, est-ce qu'eux aussi, ils ont un boom des chaînes? Parce que nous aussi, on avait finalement que 5 chaînes, après 6, et finalement, pour trouver des dessins animés, bon, c'était facile. Hein, mais maintenant, on m'a dit qu'ils ont de plus... Par exemple, Hokuto no Ken, ça peut plus passer à la télé. Sur une grande chaîne publique, gratuite, à 19h, comme ça passait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui passent à minuit, 2h du mat. C'est pas forcément aussi, ça n'a pas forcément changé de chaîne, mais ça a changé surtout d'horaire. Maintenant, ça passe très très tard. C'est moins exposé. Donc, et sur des créneaux encore de niche. Donc, il y a un public, mais par contre, ce ne sont plus des séries très grand public, comme un One Piece ou comme à l'époque un Dragon Ball, qui vont toucher des millions de gens. Ouais. Et donc, du coup, il y a aussi beaucoup plus de dessins animés. Avant, il y avait moins de dessins animés. Oui, c'est la quantité qui a changé. Et en plus, ils passaient sur des très grandes chaînes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus et ça passe à des tout petits créneaux. Donc, du coup, le budget pour chaque dessin animé est beaucoup plus réduit parce qu'on ne peut pas mettre les moyens qu'on mettait sur une grande série qui allait durer comme ça pendant plusieurs années. Parce que si tu passes une série à minuit, les revenus publicitaires, la valeur de la plage publicitaire est moindre. Donc, c'est tout le système, quoi. Et c'est les chaînes financent. Il y a des sponsors qui sponsorisent quand même les animés sur les chaînes télé. Donc, tout le circuit fait qu'effectivement, il y a moins d'animés à des horaires mainstream, donc tout ça tire la production vers le bas au niveau Est-ce qu'il n'y aurait pas, que ce soit sur la créativité ou tout ce qu'on vient d'expliquer, une exception sur les films? Est-ce qu'on peut estimer qu'au Japon, les films d'animation, tels que les succès comme récents, Your Name, le studio Ghibli, etc., est-ce qu'ils échappent à ça, ou est-ce qu'eux aussi, ils ont des problèmes de créativité, où ils vont s'inspirer d'autres choses? Là, récemment, les derniers films auxquels je pense... Tu penses à Hiroune Aimé?
entre autres aussi, sont des créations finalement. Alors, derrière, il y a la prod, on est d'accord, mais ce sont des créations originales. Alors juste pour Hironoimi, justement, j'ai vu le réalisateur à la suite d'une avant-première et il expliquait, les gens posaient la question, mais pourquoi vous avez rajouté une partie un peu fiction dans le film ? On dirait qu'elle s'est un peu rajoutée. Et il a plus ou moins sous-entendu que c'était le comité de prod qui lui avait demandé de rajouter cette facette-là. Je pensais à lui quand j'ai dit ça. Ouais. Je me suis dit, même les longs métrages sont peut-être pas épargnés autant que ça. Mais quand on pense à Your Name, donc le manga est venu après, donc il me semble que c'est Your Name, déjà, c'est un réalisateur qui a, depuis le début, son univers, qui écrit ses films. Qui a une réputation, c'est un peu comme Ghibli. Donc du coup, il se vend lui-même sur sa créativité et je pense que c'est ça qui fait que les producteurs capitalisent sur lui et lui donnent les moyens de faire ses films. Après, moi je dirais oui, c'est sûr, il y a toujours un peu plus de créativité sur le long métrage. Il y a moins de risques, c'est un one-shot, un long métrage. Mais là aussi, un long métrage, c'est quand même quelque chose de commercial, il faut qu'il fonctionne. Et il y a des films, regardez, on pourrait citer à l'exemple inverse dans Un recoin de ce monde, où le réalisateur, il a mis, je crois, 5 ans pour monter son projet, alors que c'est un très beau projet. 2010, 5-6 ans. Et lui, il expliquait combien justement c'était difficile de trouver le financement pour faire quelque chose comme ça. Après, il y a des vagues. Quand il y a eu le succès de Miyazaki, c'est sûr, ça a reboosté l'animation parce que tout le monde a voulu faire des succès comme avait pu le faire Miyazaki. Donc d'un seul coup, oui, je pense qu'il y a eu plus de facilité à monter des projets. Quand il y a eu le succès de Your Name l'année dernière, paf, nous sur le marché français, c'est le patron de Wit Studio qu'on a reçu à Japan Expo, il nous disait, on n'arrêtait pas de lui demander faites-nous quelque chose comme Your Name. Et lui il disait mais moi j'ai pas Makoto Shinkai, je peux pas vous faire du Makoto Shinkai. Allez lui demander à lui si vous voulez quelque chose. Mais on sent bien que à chaque fois qu'il y a un succès comme ça, forcément il y a des gens qui ont envie de profiter de cette vague et qui vont lancer. Après il y a beaucoup de longs métrages japonais qui ne performent pas en salle, hein. Il y en a ceux qui marchent, c'est Détective Conan, c'est Shinchan, c'est Pokémon. C'est ça les gros succès de l'année, hein, la réalité du box office. Il en faut quand même. Mais oui, il en faut. Alors, on va revenir un petit peu sur les techniques liées à l'animation japonaise. Avec Cédéto qui a une question. Alors la question qui fâche, la 3D. Qu'en pensez-vous ? À quel point elle s'est installée ? À quel point elle peut devenir omniprésente comme les animés en full 3D comment vous la sentez ? Est-ce que c'est quand même amélioré depuis le début ou est-ce que c'est encore un peu cata Est-ce qu'on peut parler de c'est quoi le début ? C'est quelques films 3D qu'il y a eu, genre tu parles des CGI ou la 3D Je pense qu'il y a la 3D utilisée en full 3D pour faire tout l'animé et les intégrations 2D 3D. Oui. Alors moi, juste avant de laisser mes camarades répondre, je pense qu'il y a 2 3D au Japon. La 3D à 2 vitesses. Non, mais au-delà de full 3D ou pas le 3D, je trouve que les Japonais sont très bons en cel shading. C'est-à-dire que la 3D qui imite la 2D, pas seulement au niveau du rendu, mais aussi du nombre d'images par seconde, c'est-à-dire en faisant pas 24 images secondes, avec un espèce de trompe-l'œil assez saisissant, notamment sur le film de Cyborg 009, enfin ce genre de 2D, de 3D pardon, qui finalement essaye de ramener le nombre d'images à la seconde au même nombre que la 2D, comme si finalement ils faisaient les mêmes nombres de dessins ou de posing 2D mais en 3D. C'est vraiment pour faire comme si c'était... En gros, c'est des animateurs 2D qui ont compris la 3D et qui font pas de la full anime c'est où je chouine parce que je trouve que ça ressemble à du Flash ou... pas forcément. Je vois ce que tu veux dire sur le Flash. Le dernier que j'avais chroniqué qui était... en full 3D ? The Last Answer. Ah oui, Cadeau. Ouais. Cadeau. Ouais. Il me semble qu'il est dans cette technique-là et c'est vrai que moi j'avais trouvé que... Je sais pas, c'était... Après, ils réussissent pas tous leur coup, mais en tout cas, il y a ça. Et c'était pas si mal, mais ça, pour moi qui connais un peu l'animation plutôt à l'ancienne, c'est vrai que j'ai eu un mouvement de... on dirait des jeux Flash. Ouais, des fois, ça pique souvent la 3D au Japon. Donc moi je trouve qu'il y a beaucoup de studios qui arrivent à faire du bon cel shading en rendu 2D. Aujourd'hui, et après il y a tout le photoréaliste qui sert à faire des véhicules en 3D, des choses souvent pas bien texturées, ou des films horribles comme le film de Saint Seiya qui a été fait pour nous et c'est pas bien quand les Japonais font des trucs pour l'international, faut qu'ils pensent pas à nous comme ils ont toujours fait. Voilà, et en gros c'est je trouve qu'il y a assez peu de 3D encore en ratio, encore une fois, il y a majoritairement de la 2D et tant mieux, même si les scènes de mecha maintenant sont faites en 3D, c'est dommage. Ça dépend chez qui. Ça dépend chez qui, mais je crois que Gundam Iron Blooded Orphan c'est encore de la 2D. Après c'est très dur d'animer des robots en 2D, c'est le truc le plus fastidieux. C'est un sacré travail, au modèle de... Mais ça vaut le coup. Donc voilà, c'est mon sentiment, mais au moins en cel shading un petit peu
effets 2D en général, je trouve qu'ils sont très bons. Et après, il y a pas toujours non plus. Hein. Je me rappelle du film du Roi des Ronces, par exemple, c'était très dégueu. Voilà, tout à fait. Mais je pense qu'ils ont un niveau d'exigence en direction artistique 3D qui n'est pas à la même hauteur que nous en Occident, parce qu'on fait des films, on est beaucoup plus avancé, on fait beaucoup plus de prod 3D. Voilà, entre, je sais pas moi, MacGuff qui fait Moi je suis méchant en France pour les Américains, au même niveau que les Pixar et compagnie. Voilà, je trouve que la 3D continue de servir à un animé et qu'il n'y a pas encore de gros challenge artistique en 3D au Japon, sauf dans les studios qui essaient vraiment une espèce de mimétisme 2D dans la 3D. Mais ça reste un des axes, une des voies de la 3D au Japon. Voilà. À toi, Olivier, qu'en penses-tu ? Moi, je rejoins à ces marques. Je pense que les Japonais, ils ont eu une telle expérience dans la 2D, dans leur procédé traditionnel, qu'ils ont mis longtemps avant de considérer et de vouloir intégrer la 3D dans leur processus de création d'animation ou même de faire des films en 3D. Les premiers, c'était des trucs horribles. Je me souviens de Visitor, justement, d'Akami Takada, qui avait fait, qui était une OAV. C'est chouette, elle est de retour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'était très spécial. Bon, ils y sont venus inévitablement, mais effectivement, je trouve qu'ils sont meilleurs à vouloir essayer d'utiliser la 3D pour améliorer leur long métrage 2D que pour faire le reste. Et surtout, pour moi, effectivement, le gros challenge, c'est les films en full 3D qui restent encore pas à la hauteur. On a des gens très talentueux comme Shinji Aramaki qui font des choses. Le Capitaine Harlock, Albator, était pas si mal. Finalement, c'est plus au niveau de l'histoire que ça mais pas mal. que sur la direction artistique. Un tic facial. Moins pire que Senseiya. Non, j'ai vu Harlock. Harlock en 3D, c'était très beau, mais je trouvais les personnages un peu style allumette. Donc, ils ont raté la côté de tout le reste, en fait. C'était mieux que il y a un film de One Piece, je crois, avec le... qui a été fait en full 3D. Il est pas passé en France, oui, mais qui avait fait un, oui. J'ai peur tout d'un coup. Il y a eu pas mal de crises cardiaques qui ont été évitées. Et après, il y a ceux où ils mettent de la 3D dans les séries 2D où ça fait trop bizarre. Genre en background ou je vais réussir à te placer 2 fois Sailor Moon aujourd'hui. La dernière série de Crystal où ils ont fait toutes les transformations en 3D. Pourquoi ? Et c'était bizarre. Ils avaient fait ça sur Senseiya Hades, sur les premières OAV aussi. Pourquoi mettre tout d'un coup, on est en 2D, tout d'un coup il y a tout un truc en 3D. Ah bon, c'était ça aurait pu, mais non, ça faisait. En plus, c'était les personnages qui étaient en 3D. Enfin, tout d'un coup. C'est moche. Et puis en plus, c'est des séquences. Après, ils l'ont enlevé, mais ils ont dit. En fait, c'était une mauvaise idée. Je pense qu'ils expérimentent et puis qu'il y a encore un peu ce côté. Ça va faire bien de mettre un peu de 3D parce que ça fait moderne. Mais qu'ils le maîtrisent pas et que la tour de l'horloge dans Hades. On sent qu'ils essayent de l'introduire de façon un peu que soit pertinent. Je vois par exemple Aikatsu, c'est réservé aux scènes de danse sur scène et en plus c'est de mieux en mieux cel shadé, donc ça devient assez agréable, mais il y a cette coupure scénaristique qui fait que ça se justifie. Ou à Frame Arms Girl, bon c'est obscur, hein, mais où du coup il y a des miniatures de robots, enfin de Mecha Musume en 3D, et du coup les robots sont dans cet univers là, donc ils sont dans ce design là, et les humains sont en 2D classique, et du coup ils s'en servent de séparation, mais c'est vrai que le mélange est pas toujours évident. Encore une fois, je pense qu'il manque de directeur artistique 2D 3D au Japon, parce que la fameuse scène de Sailor Moon en 3D, pour moi c'est une aberration totale, parce que c'est ce qu'on appelle un stock shot. Donc c'est les scènes qu'on réutilise à tous les épisodes. Oui, ils ont fait des attaques aussi en 3D. Voilà. En général, c'est les scènes où on met les meilleurs animateurs 2D, enfin c'est là où on se lâche, c'est là où on fait la belle anime 2D, et là ils ont fait ces scènes en 3D quoi. Alors qu'ils en manquent pas de bons animateurs. Oui, mais peut-être que, en toute sincérité, ils pensaient que ça ferait plus classe et que ça serait. Ouais, ça serait plus brillant. Parce qu'ils y ont cru. Normalement, un mec leur dit non, faut pas faire ça. On fait comme avant. C'est dans ça qu'on est bon et personne leur a dit. Il y a un producteur qui est derrière qui dit je vous donne temps, mais il faut absolument me foutre de la 3D pour promouvoir. Est-ce que c'est pas parce que ça vise des enfants et que les enfants ils sont en mode de la 3D, enfin ça crée un truc chez eux. Je pense que si j'avais 7 ans, peut-être que je me dirais waouh, la transformation est en 3D. Et les enfants qui avaient 7 ans quand Last Exile est sorti. Oui, alors ils ont avalé la pilule. Oui. Alors que moi, j'essaie de lancer un épisode. Tu regardes Arslan aujourd'hui avec les chevaux, tu fais ah ouais, quand même. C'est impressionnant ces scènes. Ouais, mais ils sont dégueulasses en fait, tes chevaux. C'est des chevaux ça. Voilà, donc non, voilà. Et puis après, il y a Shaft qui met des décors en 3D dans Monogatari en mode on s'en fout, c'est de la 3D. Et j'ai choisi ça artistiquement parce que peut-être la flemme ou peut-être pas. Et il mélange ça très crûment, mais ça finit par passer. Juste un petit coup de chrono. Qui se souvient des débuts de l'ordinateur dans l'animation ? Début Golgo 13.
Le film de Golgo 13. Lensman ensuite aussi. Lensman, ouais. Effectivement. Et Ulysse 31 aussi qui avait dans son générique quelques séquences en 3D qui étaient faites en collaboration. C'est pas le CNRS mais genre le CNRS américain. Super chercheur. Je croyais que tu parlais de Cherka. Je fais oui, c'est vrai, il y en a dedans. Et dans le film de Golgo 13, il y a un magnifique immeuble en fil de fer, quasiment avec un hélicoptère. Je crois que pour moi c'est le plus vieux. Il y a utilisation de 3D, mais Lensman c'est pas longtemps après effectivement. C'est 84. Lensman c'est un super film de SF façon Star Wars, mais donc fait au Japon, qui est jamais sorti en France. C'est vraiment dommage. Hyper classe. Mais bon, voilà. Du coup, tu parlais de l'arrivée de l'ordinateur, genre la 2D digitale ou la 3D Les premières utilisations de l'ordinateur, et après, donc effectivement, on est dans les années 80, après, 90, et après, il faut attendre 2000 pour que ça se c'est en 99 où le processus de digitalisation du processus d'animation se met en place au Japon, et où on arrête les cellulos. C'est là où les animes deviennent fluo et agressifs pour les yeux. J'ai vraiment ce souvenir de oh là là, pourquoi cet anime m'agresse autant les yeux. Ils avaient le choix par une super palette toute nouvelle. Mais il y a eu la même chose quand la couleur est arrivée à la télévision. On a mis des trucs orange de partout. Et... Je l'assimilais énormément à cette espèce de première vague de culture moe avec des trucs hyper mignons avec des cheveux de toutes les couleurs. Ouais. C'est un peu comme Totally Spice. C'est en 98 ou 99, il y a eu un épisode de Pokémon du dessin animé. Avec les 97. C'est 97. Alors en 3D, 97. Olivier, est-ce que tu te souviens de ce film de Cyber Weapon Z? Oui. Ah oui. Ah, c'était un OAV. C'était Hong Kong. Oui. C'était fait à Hong Kong. Ah ouais, hein. C'était violent. Hein. Oui, mais c'était du jeu vidéo. Ça faisait séquence de jeux vidéo. Ah oui, d'accord. Oui, c'était une cinématique. C'était une belle cinématique. C'était vraiment tiré du manhwa. Oui. Puisqu'il y en avait un qui était édité chez Tonkam à l'époque. Oui, de ce fameux Andy Seto qui avait singé Yasuhiko Yoshikazu. Non, tu dis ça parce que t'es en colère. Mais à l'époque, j'aimais bien ce que oui, moi aussi, j'ai tous les bouquins. Mais c'est vrai que le film, l'OAV, nous avait fait un choc. D'ailleurs, c'était pas un si bon choc que ça au final. C'était un peu crado quand même. Mais bon, ça mérite d'exister. C'est vieux quand même. Mais au-delà des considérations techniques, il y a beaucoup de gens aujourd'hui des vieux fans, on va dire ça comme ça, avec des grosses guillemets, ou des vieilles guillemets, comme vous voulez, qui se plaignent en fait du manque d'originalité aujourd'hui. On en parlait un petit peu tout à l'heure, où il y avait beaucoup d'animés qui sont en fait adaptés directement de manga, donc il y a peut-être moins de création originale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un manque d'originalité aujourd'hui, ou au contraire? Votre avis personnel de votre cœur de fan? Voire de qualité aussi. Alors, je pense que Olivier, mes deux camarades regardent plus d'animés que moi. Moi, je regarde 3-4 séries japonaises par an, un maximum, donc je vous laisse répondre d'abord. Moi, je pense que c'est un peu un faux débat. On peut dire ça dans plein de domaines. C'était mieux avant. Évidemment, les dessins animés sont plus comme ils étaient avant. Donc, si on attend de retrouver ce qui se faisait dans les années 80, aujourd'hui, on est dans les années 2010. Donc, oui, on ne le retrouvera plus. Même si on les retrouvait, on n'a plus l'âge qu'on avait pour les apprécier. On n'a plus l'âge. Et de toute façon, on ne peut pas créer de la même façon. Après, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se font. Alors, c'est sûr, il y a peut-être plein de choses qui sont hyper commerciales et qui sont beaucoup calquées sur un certain modèle. Mais alors mon chiffre il y a 60 séries à peu près par saison qui arrivent. Franchement, c'est de la mauvaise foi si sur une année là-dedans on n'arrive pas à trouver 3-4 beaux trucs, parce qu'il y a quand même encore des choses originales qui sortent et qui se font. Après oui, il faut avoir le temps un peu de s'y intéresser, de pencher dessus et de faire le tri. Exactement. Ça veut dire, si je te dis c'était quoi l'an dernier, le beau truc de l'an dernier, c'était quoi? Je me souviens. 2016. Mob Psycho 100. Ouais, Mob Psycho. Et Sangatsu no Lion, pour moi. En plus, je dis ça en me regardant par là vers les invités, alors que j'ai Céléto à côté de moi, j'étais sûre qu'elle allait me dégainer un truc. J'ai dû me poser la question. Donc mais c'était une vraie question. En plus, j'y avais pas du tout réfléchi. Je m'étais dit, tiens, c'est vrai que si chaque année il y a quelque chose, c'était quoi l'an dernier? Non, parce que cette année n'est pas encore finie. Il y a eu Yo Hero Nice aussi qui a eu un succès certain. C'est vrai. Après, l'erreur, c'est aussi de faire des suites ou des prolongations de séries justement des années 80, et ça, c'est toujours casse-gueule parce que c'est qui tout double. On n'arrivera jamais à reproduire exactement pareil. Il y a toujours ce fameux exemple sur les Mystérieuses Cités d'Or, même si c'est pas japonais, mais même avec la meilleure volonté du monde, et même si on avait repris des gens japonais, on n'aurait pas refait le truc de l'époque. On peut pas retrouver. Fallait pas faire. Donc du coup, si on veut reprendre comme ça des anciennes séries, il faut faire quelque chose qui change. Mais quand on fait quelque chose qui change, on a l'impression aussi de
trahir. On risque de perdre. Je pense à Gatchaman Crowds ou à Yoro no Yaterman qui étaient plutôt différents de leur base, même s'il y avait des points communs. Enfin, surtout Gatchaman, finalement, je sais pas si la licence a vraiment servi à continuer de vendre des jouets ou à faire des promesses, mais finalement, les libertés étaient pas si mal. Enfin, sur Gatchaman, en tout cas, je trouvais que c'était gagnant, mais. Après, comme disait Olivier, c'est vrai que aujourd'hui, on a accès à tellement de choses qu'en fait, on se dit qu'il y a beaucoup de séries d'animation japonaises pas intéressantes, mais en vrai, quand on regarde dans les années 90, fallait lutter pour arriver à trouver des animés. Et il y en avait plein qui n'étaient pas intéressantes, mais qui sont tout simplement pas arrivés en France aussi. En France, on a eu le meilleur, et puis vu qu'on galérait des mois à récupérer des VHS ou autre chose, du coup on trouvait bien des trucs qui on trouvait bien et on retenait beaucoup plus parce qu'on regardait. Enfin, quand on regarde dans les années 90, finalement il n'y a pas des dizaines et des dizaines de séries télé qui ont marqué cette décennie. Il va y avoir, je sais pas moi, Sailor Moon, Evangelion, Utena, Bebop, Lane, mais voilà, je pense qu'on a déjà fait la moitié. C'est bon, t'as dit Utena, tu passes. Ouais. En plus, c'est ce que j'allais dire. Ça va, moi, Lane, t'as dit Lane. Oui, voilà, mais c'est voilà, mais finalement, ouais, ça fait 5-6 séries et sur 10 ans, il y en a plein d'autres, je suis sûr. Un truc aussi. Escaflowne, bien sûr. C'est qu'il y avait le format OAV qui a disparu aujourd'hui. Moi, il y a énormément d'animés qui m'ont marqué. Il y en a beaucoup moins en tout cas. Oui, il y en a moins. Parce que je faisais une mood bizarrerie en disant quoi, comment ça, il y en a plus. Maintenant, les OAV, c'est plus des bonus sur des Blu-ray. Alors qu'avant, c'était des œuvres. C'est vrai. On parlait de création originale tout à l'heure. Dans les années 80-90, ce format-là, donc OAV, une espèce de direct ou vidéo qui durait des fois une demi-heure et ça pouvait être des séries. Genre, on a eu Lodos en France, Ilia, Dominion. Ça a complètement disparu et c'était justement une liberté de création entre la série et le film. Ça permettait d'avoir la qualité un peu une qualité meilleure qu'une production télé, mais effectivement avoir quand même un côté série un peu plus développé. Dans le cadre de Lodos, les légendes de Tristania. Oui, mais bon, il y avait des dizaines d'OAV produites dans les années 90. Je me cassais le cul à acheter les laserdiscs. Ce vieux truc. Alors combien tu les as tous ? Tous les laserdiscs qui sont sortis à cette époque-là d'animé. J'ai dû en revendre. Parce qu'il ne devait pas y en avoir des masses. Oh si, t'as jamais été à Tokyo. Non, tu veux dire au Japon, je crois, qui est arrivé en France en fait. Non, mais j'en ai gardé quand même parce que le plus beau truc quand même c'était la pochette. Les cadeaux comme sur les vinyles. Format J'ai gardé mes box moi que j'avais acheté au Japon. J'ai jamais réussi à m'en séparer, pourtant ça pèse une. C'est hyper lourd. Et puis quand tu connaissais le prix. Oui aussi, mais ça. Box de Ranma, 10 000 francs. Faites la conversion, tout va bien. T'as combien de rats encore toi? Plus beaucoup. Du coup, le marché de l'animation a quand même énormément évolué depuis les années 80. On a une multiplication du nombre de studios qui s'est faite, notamment durant les années 90. Beaucoup, ces derniers temps, ont fait faillite, en fait. On sait que, on en a un petit peu discuté tout à l'heure aussi, la situation des animateurs n'a pas vraiment évolué, les coûts, tout ça, ce qu'on disait, c'est toujours un petit peu difficile pour eux. Quel avenir vous voyez, en fait, pour l'animation japonaise? Est-ce que vous pensez qu'on va continuer d'aller vers de la création de plus en plus, ou est-ce qu'on va être sur de l'exploitation? Est-ce que ça va se restreindre petit à petit, ou est-ce qu'on va rester sur cette profusion Déjà, il faut voir qu'il y a plus de studios aujourd'hui, mais le terme de studio ne correspond plus à ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, les studios n'avaient pas beaucoup, mais c'était des vrais studios. C'est-à-dire, ils employaient des centaines de gens qui venaient travailler, les studios Tokyo Movie Shinsha, les studios Toei, les studios Tatsunoko, Madaos, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup plus de studios, mais les studios, c'est juste un bureau qui sert de management, où il va y avoir... Alors au mieux les postes clés artistiques, c'est-à-dire le directeur artistique, le réalisateur, un animateur superviseur, et ça c'est encore déjà quand ils arrivent à réunir au grand luxe, mais sinon c'est juste de l'administratif et puis quelqu'un qui coordonne les animateurs, ils travaillent chez eux, les gens ils travaillent chez eux, ou ils sous-traitent avec d'autres plus petits studios, un petit studio de décor, un studio, voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a beaucoup de studios, mais c'est un petit peu artificiel tout ça, parce que voilà, moi aussi demain je peux monter un studio, ceux qui le studio gros bras. Non mais après ce qui fait l'identité des studios, après c'est effectivement la marge de manœuvre ou la personnalité qu'ils peuvent insuffler dans les séries qu'ils choisissent de produire. Donc ça c'est déjà un grand changement, et c'est quelque chose qui va peut-être
continuer comme ça. Je pense justement que plus on va avancer, les quelques grands studios qui restent encore, c'est sûr, je ne sais pas s'ils pourront exister encore longtemps. Le plus célèbre étant le studio Ghibli qui a lui-même dû arrêter justement grâce à cause de la déconvenue de ses dernières productions. Donc, là, normalement, il y a les studios Toei Animation qui ils ont reconstruit, ils doivent être ouverts en novembre ou décembre de cette année. Ah oui, ouais. Bon, bah ça c'est déjà je suis passé devant et il paraît qu'ils sont en retard. Après, Ghibli, c'est quand même un cas à part dans toute la production japonaise parce que c'est un des rares studios qui a été monté pour deux artistes, Takahata Miyazaki, c'était une école d'animation en tant que telle, avec un style, et sans Takahata et Miyazaki, c'est clair que... et la relève n'était pas simple à trouver puisque ces deux messieurs sont quand même très exigeants. Donc Osoda devait réaliser le château ambulant, il s'est fait dégager. Enfin, il y a eu plein de tentatives d'import de talents en dehors qui ne venaient pas de la famille Ghibli, ça n'a pas marché. Ils ont décidé de prendre plutôt Yonebayashi, enfin des gens qui n'étaient pas forcément confirmés. Notons que ça date de 1984, Ghibli, pour donner un peu... Ouais, enfin, plus de 20 ans. 85 le studio. En fait, pour moi, c'est à Nausicaa, même si officiellement n'est pas dans Ghibli. C'est le studio Topcraft. Voilà, Topcraft. Suite à ça, ils ont monté Ghibli. Mais voilà, c'est un cas à part. Mais sinon, pour parler de personnalité de studio, justement, je trouve qu'il y a... Enfin, les studios que j'observe le plus, et même si je regarde moins de séries d'animation, je regarde beaucoup d'animations japonaises indépendantes ou de trucs un peu indés ou commerciaux, enfin films de commande. Il y a beaucoup de studios qui se sont montés ces dernières années et qui ont été impulsés par des artistes justement, ou alors des grands réalisateurs qui sont sortis des grands studios pour monter leur propre. Bon, alors on pense évidemment à Hideaki Anno qui a monté Suokara pour finir Evangelion. Finir, enfin voilà. On récupérait les droits, copyright en tout cas, pour enfin gagner de l'argent. Rends l'argent. Ça y est, Gainax, ils ont un gros chèque à faire à Kara. Ça y est, enfin les droits d'Evangelion sont récupérés par Kara. Bref, en tout cas, il y a Kara, même si c'est une grosse machine d'Evangelion et qu'il y a d'autres enjeux que l'auteur. Il y a Osoda avec Shizu. Il y a Masaaki Yuasa qui a monté Seiyan Salu, Trigger qui est quand même c'est Imaishi et ses copains qui se sont barrés de Gainax. Mappa aussi. Mappa c'est plus compliqué. Oui. Voilà, c'est des histoires de divergence entre producteurs et studios avec Maruyama. Mais il y a plein de petits studios aussi. Il y a Ponok, ancien Ghibli. Il y a Kyoto Animation aussi. Il y a Colorido qui est un tout petit studio qui fait justement beaucoup de publicité, principalement aujourd'hui, et qui a des anciens de Ghibli dans sa team comme des gens plus kawaii dans le style. Enfin, ça donne un nouveau mix très aquarellé. Moi, je trouve que c'est vraiment le mix génial entre une qualité d'animation avec un souffle à Ghibli et un graphisme juste mignon. Et voilà. Mais avec la prolifération de ces petits studios, quand même, est-ce qu'ils sont pas condamnés au succès? Parce que s'ils font un projet et puis que ça pète, le studio mais non, parce que justement ces petits studios, c'est pas des studios qui embauchent plein de gens, c'est une structure qui monte un projet et effectivement c'est l'animateur qui est dans le studio, qui fait un peu le nom du studio, ou le directeur artistique qui met son nom finalement au service de ce studio et qui permet de monter le projet. Même si le studio il a une déconvenue et c'est pas lui qui engage vraiment beaucoup de frais, c'est pas sur lui, sur toutes ses épaules que repose tout le projet. Donc je pense que le studio peut soit survivre à un échec, ou soit le studio s'arrêtera, mais l'animateur lui continuera de travailler. C'est bien ça, il survivra peut-être à un échec, mais pas deux, quoi, parce que s'il refait un truc... Après, ça dépend des comités de prod, j'imagine. Enfin, si le studio est pas très influent dans le comité de prod, entre guillemets, qu'il a entre guillemets des petites parts sur l'animé et qui se ressort pareil, enfin, ça va dépendre de son investissement dans la série. Ils s'engageront pas non plus sur des grosses séries très longues ou très chères. Enfin, tu vois, Trigger, on voit bien, ils font des séries à la Kill, mais ils font aussi des formats beaucoup plus courts, beaucoup moins chers, où ils prennent moins de risques. Comme Luluco. Exactement, ou comme Inferno Cop sur YouTube, qui n'est quasiment pas animé, mais c'est rigolo quand même. Donc voilà, et Seiyan Salu, Yuasa, c'est pareil, hein, ils font beaucoup de petits projets pas chers, même pour l'étranger. Et puis après, moi, ce qui me fait plus peur, c'est le nombre d'animateurs compétents au Japon, de très bons animateurs, qui est quand même, c'est quelques dizaines, je crois qu'il y a moins de 100 animateurs, vraiment top animateurs au Japon, que tout le monde s'arrache. Et les animateurs, donc étant freelance là-bas, choisissent leur projet un peu en fonction des réalisateurs qui sont à
à la tête des séries ou des films, donc c'est un peu, il y a une aura. Hein. C'est-à-dire Trigger, s'ils attirent les meilleurs animateurs, c'est parce qu'il y a Imaishi, il y a Yoshinari et tout ça. Hein. Je pense pas qu'ils payent mieux que. Et d'ailleurs, même quand les grands noms se barrent, les studios commencent à. Par exemple, le studio 4C, alors bon, je dis 4C, c'est 4 degrés C, enfin c'est Yondoshi, était vraiment le top du top de Place to Be dans les années 2000. Et Yuasa est parti, Morimoto est parti, et maintenant c'est moins ça, quoi. Et le studio a une réputation un peu moindre pour plein d'autres raisons. Donc voilà, il y a quand même l'aura des artistes qui est importante. Mais moi, ce que me disaient beaucoup de gens qui travaillent là-bas, c'est que voilà, il y a une vocation. Enfin, il y a peut-être un risque, voilà, pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'animation, vu que c'est pas bien payé, vu qu'il faut travailler beaucoup, il faut dormir au studio, patati patata. Oui, c'est ça, les conditions de travail. Vous savez un peu de quoi il en retourne aujourd'hui. Les animateurs sont payés au dessin, au comme plan. Avant. C'est à peu près comme avant. Après, il y a des choses qui changent pas quand même. Il y a des choses qui changent pas. Ils dorment toujours dans les studios. J'ai encore demandé à Cédric Herol, qui était en France il y a pas longtemps, qui travaille depuis 12 ans au Japon, et oui, les animateurs dorment souvent au studio, continuent d'être payés. Bon, alors évidemment, quand ils démarrent intervallistes, le bas de l'échelle, ils sont vraiment payés au plan, au dessin, etc. Et on arrive à gagner bien sa vie quand on commence à être très bon animateur reconnu ou très bon décorateur, mais bon, faut des années d'expérience, de reconnaissance et de bouche à oreille. Donc voilà, mais c'est un métier qui paye pas, et puis pour avoir une vie de famille et tout à côté, bon, voilà, bref. Et le gouvernement japonais, il y a pas autant de subventions qu'en France aussi. Moi, je ramène toujours ça chez nous, où on a une exception avec le CNC, les aides régionales et tout. Enfin, là-bas, c'est vraiment une industrie, et les budgets alloués pour aider, le gouvernement aide pas mal l'animation japonaise en ce moment, mais plus pour des programmes de production de pilotes ou de Cool Japan, genre on va mettre les mascottes, on va mettre Son Goku en mascotte des JO, des choses comme ça. Ça existe encore Cool Japan? Je sais pas, moi j'en entends moins parler qu'avant. J'appelle toujours ça Cool Japan. Dès que je vois un truc un peu genre, oh là là, on a mis en avant les sous du gouvernement qui sont mis dans un truc pour essayer de faire rayonner la culture ou l'animé japonais, alors qu'il n'y a pas besoin de mettre d'argent, ça rayonne tout seul, il faut pas, alors qu'il pourrait aider les studios. C'est le moment de rappeler, donc achetez vos DVD. Oui, achetez des produits officiels. Allez sur les plateformes, payez votre petit abonnement 5 € par mois. Et puis ça mange pas de pain, mais ça donnera du pain à d'autres. Et puis dites que vous aimez les animés sur Internet, parce qu'ils observent beaucoup quand même, les producteurs et tout, et puis avec Netflix et compagnie, on voit bien quand même une ouverture à l'international qui commence à être intéressante, parce qu'au lieu de faire des films, au lieu de faire des animés au Japon en pensant à l'international, maintenant il y a Netflix et compagnie qui peuvent être des bons partenaires en fait, et pousser les reboots ou tout ce que vous voulez, les trucs pour nous de manière plus intelligente que oh là là, chez Toei on va essayer de faire un film de Senseiya en pensant à l'étranger, mais sans réfléchir plus que ça, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a fait ce film-là? Il est horrible, mais il est horrible, et pour moi c'est l'exemple type d'une production pensée pour les étrangers, et c'est ce que les Japonais mal pensé. Il a réussi ni à penser aux Japonais ni aux étrangers. Vous voyez tout énervé, mais c'est parce qu'il n'a pas encore vu le film de Death Note, c'est pour ça. J'ai pas vu. Je me suis interdit de le regarder. Et ces investisseurs, justement, Netflix, Amazon et même Crunchyroll d'ailleurs, qui font pour obtenir du coup des exclusivités aussi sur leur plateforme, est-ce que c'est un possible souffle pour plus de créativité, ou est-ce qu'au final c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est des prestataires qui vont imposer leurs pattes créatives? Est-ce que t'en sais quelque chose, Olivier, vu que tu fais prestataire? Je vais répondre à cette question parce qu'on n'a pas encore le... Crunchy finance des séries? Oui, bien sûr. Ça fait déjà plusieurs années que Crunchyroll est rentré dans les comités de production de certaines séries. Il me semble que Children of Ether... ça, c'est même encore plus. Ça, voilà. C'est une création. C'est une création. Entièrement, je savais pas du tout. Je pensais que vous étiez mais juste comme il y a eu plateforme. des créations Netflix, il me semble, ou pas encore? Alors, je veux pas dire en fait, mais Netflix, des fois, ils disent que c'est des créations comme Seven Deadly Sins, alors que c'est. Ah oui, d'accord, ils ont dit que c'était une création. Ils ont juste mis un peu d'argent. Vous doutez bien que Seven Deadly Sins, ça aurait vu le jour même sans Netflix. D'ailleurs, la série, les droits étaient en vente. Par contre, Alucard, je crois que c'est purement Netflix. Ça, oui, par contre, des trucs comme ça, oui. Ou d'autres qui seront 100% japonaises qui vont arriver, comme Perfect Bones, je crois, qui est produit par Production IG. Ça, c'est des créations 100% faites pour Netflix. D'accord. Mais Netflix, voilà, c'est comme nous, il y a des choses qu'ils achètent, c'est une acquisition. Par contre, ils achètent tous les droits, donc ils sont vraiment le distributeur exclusif à travers mondial. Le monde. C'est des questions même de territoire. Parfois au Japon. Il y a le Japon encore qui arrive à être exclu, c'est pour ça que ça passe encore à la télé. Mais sinon, voilà, dans le monde entier, vous le verrez pas en vidéo, vous le verrez pas à la télé, ça sera uniquement sur Netflix. Donc la stratégie de Crunchyroll est un peu différente. Nous, on fait comme les autres producteurs japonais, on est dans le comité de production, et nous, ce qui nous intéresse, c'est les droits à l'international
internationales, soit pour les diffuser sur notre plateforme, soit éventuellement d'autres droits ensuite pour les sous-licenciés, que ce soit la diffusion télé ou l'édition en vidéo. Et du coup, investir dans les comités de production, c'est juste une manière de se garantir d'avoir les droits quand la série sera faite, puisqu'aujourd'hui, il y a un marché qui est très très concurrentiel. Oui, sur le simulcast. Donc voilà, c'est plus travailler en amont sur des projets au moment même où ils sont produits. Donc est-ce que tout ça apporte un nouveau souffle ? Alors au niveau des comités de production, je saurais pas dire. Comme on le disait aujourd'hui, pour produire un animé, il faut aller chercher de l'argent un peu partout. Il y a ces fameux comités de production donc, qui réunissent plein de gens qui vont mettre un peu d'argent. Il va y avoir une ou plusieurs chaînes télé, il va y avoir le studio d'animation, un éditeur de livres, de mangas, un fabricant de jouets, un fabricant de jeux sur mobile, un studio de agence qui va faire les génériques. Voilà, une agence de com aussi, comme il y en a tant au Japon. Voilà. Et tout ça, après, c'est eux qui se réunissent et qui décident un peu de la direction de la série. Donc nous, quand on arrive en tant que Crunchyroll là-dedans, c'est souvent notre pourcentage d'investissement qu'on peut avoir notre mot à dire ou qu'on peut simplement laisser les gens travailler. Je sais que nous, ce qui nous intéresse, c'est de laisser plutôt les Japonais travailler parce que justement, les Japonais savent bien faire des séries japonaises quand ils les font pour eux et on est plutôt de l'avis qu'ils prennent des risques. Quand on commence à faire des choses, les projets qu'on veut faire, nous, on les finance comme Children of Ether, mais sinon, effectivement, c'est plutôt les laisser faire. Après, est-ce qu'ils ont plus de créativité du coup qu'avant ? Je suis pas certain. Je pense qu'après, on est un producteur comme parmi d'autres. Voilà. Après, oui, sur des projets initiaux, ça c'est des choses. Là, effectivement, en général, sur ce genre de projet, que ce soit Netflix ou d'autres, du coup, j'ai le sentiment que pour l'instant, on laisse plutôt les gens travailler. Donc c'est plutôt bon. L'idée, c'est d'aller justement les faire confiance, surtout quand on travaille avec des gens comme Production IG qui ont un savoir-faire, qui amènent des projets plutôt originaux. Je sais que Netflix, leur politique aussi, c'est de faire confiance à un réalisateur. Ils misent beaucoup sur un nom, sur un Yuasa, ou sur dans le live avec Okja, quoi, voilà. 50 millions de dollars et une liberté totale. Il n'y a que Netflix qui est coproducteur qui peut laisser ça à un réalisateur. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, est-ce que ça durera ? C'est difficile de le dire. Il arrivera un moment, il y aura quand même l'heure des comptes et ils regarderont quand même à un moment, je pense, parmi tout l'argent et tout ce qu'ils ont financé en termes de créativité, ce qui leur a rapporté et ce qui n'a pas du tout rapporté. Moi, je vois vraiment l'opportunité aussi avec Netflix ou Crunchyroll de mettre en relation et de faire travailler ensemble des gens de plusieurs pays, parce que Children of Ether, c'est donc les chaînes Thomas. Enfin, c'est donc des Japonais, des Américains qui travaillent ensemble. Ça peut donner un nouveau souffle même. Et des Français du coup parce que au studio, alors c'est important vu qu'on parle d'animation japonaise quand même, parce qu'il y a un studio franco-japonais qui existe. C'est le seul et ils ont les couilles de le faire depuis des années. C'est Yapiko Animation. Et c'est avec eux que se sont fait notamment Urbans, qui était un projet Canada, France, Japon, Children of Ether. Et ils ont fait aussi des séquences franco-japonaises pour le film de Lou, adapté de la BD de Lou. Enfin bref, ils sont vraiment sur ce créneau-là et c'est par eux, je pense, que pas mal de projets vont passer. Et ils ont justement développé toute une petite famille d'animateurs français, japonais, etc. Et donc c'est une belle initiative. Et le studio du Yuasa aussi, on en parlait tout à l'heure, Science House, fait travailler énormément de français, espagnols, un peu tout le monde. Et c'est aussi une preuve d'ouverture du Japon sur le télétravail, parce qu'il y a c'était très dur de travailler pour le Japon en tant qu'étranger à une époque. Bon, déjà il faut parler japonais, il fallait être sur place, et maintenant il y a quelques studios qui commencent à s'ouvrir en faisant bosser sur quelques plans des gens qui habitent pas au Japon, etc. Donc il y a une ouverture, je pense, à ce niveau-là aussi, et les Japonais sont en demande aussi d'une certaine fraîcheur, enfin des nouvelles idées, fraîcheur et niveau design, capacité technique très poussée. Yapiko Animation, justement, ont sous-traité une partie des plans du film Hibune Hime, qui est sorti donc au cinéma cet été, et Yapiko a réussi à imposer que le film Hibune Hime soit fait en numérique sur Cintiq, enfin sur tablette. C'est la première fois, c'est une des premières fois qu'un long métrage d'animation japonais est entièrement, quasiment, à part 2-3 animateurs qui ont voulu faire sur papier, 90% des animateurs ont fait ça sur tablette, ce qui n'est pas du tout habituel au Japon. En fait, effectivement, si vous avez vu par exemple sur Robako, qui est un animé qui parle de comment on fait les animés, que je vous recommande, on voit qu'effectivement il est encore souvent question d'aller chercher les intervalles d'animation chez les gens sur du papier, de les vérifier au papier et seulement ensuite de les passer en numérique, si je dis pas de bêtises. Oui. Exactement. Donc en vrai, il y a encore un petit côté papier. Effectivement, si le processus est digitalisé, il y a encore une grosse partie qui reste assez traditionnelle, sur feuille, à l'ancienne, en flippant sur
son bureau, sa table d'animateur et en corrigeant sur les feuilles d'animation. Exactement, avec tout un langage et des codes de codification de directeur d'anime. Pour parler un petit peu des animés d'aujourd'hui, alors j'ai plusieurs questions. Attention. Pourquoi ils font plus que 13 épisodes? Pourquoi Netflix. ce format-là? Alors j'en ai plein liés pourquoi il n'y a plus de... Enfin, pour la plupart que je regarde, il n'y a plus de fin. C'est-à-dire qu'on peut l'animé peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain, sans transition, sans rien, et je parle pas que des animés qui sont un peu vie scolaire, différents, etc. Il y a quand même toujours une petite conclusion, alors fin d'arc. Je suis d'accord, s'il y a enfin, j'ai du mal parce que du coup je cherche mes titres, mais bon, aussi par exemple Cadeau, il y a un début, il y a une fin, etc. Mais sur beaucoup d'animés, on m'a dit ah bah non mais ça y est c'est fini, t'as vu tous les épisodes. Et j'étais en mode. Est-ce que c'était des originaux ou est-ce que c'était des adaptations? Non, des adaptations. Ouais, c'est ça. Par exemple. Ils ont peut-être moins le scrupule de finir. C'était Ama Toinazu. Ah oui, Toinazuma, je crois. Qui racontait donc le quotidien d'une petite fille de 6 ans avec son père, qui était super sympa autour de la nourriture, etc. Et oui, et du jour au lendemain, il y a juste plus d'épisodes, parce que ça y est, ils ont fait le truc. La tranche. Je pense que ça sera pareil pour Restaurant to Another World, où idem, il n'y a pas vraiment de scénario de fond, et donc du coup, je m'attends à ce qu'ils vont me dire aussi. Bye bye, il y aura à un moment il y aura juste plus d'épisodes et ce sera terminé. Bon, je suis d'accord que quand il y a un scénario vraiment prenant, on va dire, j'espère qu'ils font des fins. Mais c'est vrai que c'est même pas parce que je regarde je sais pas One Punch Man ou là on fait plusieurs saisons, je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'à un moment ils vont me faire 2 saisons et puis ils vont dire bon bah vous voulez lire la suite, allez lire le manga. Je sais pas. Alors ils prévoient pas, la raison principale, c'est qu'aujourd'hui, pour monter un projet d'animation, c'est fini de lancer One Piece, Naruto. Aujourd'hui, on faire 700 épisodes. On lance plus un projet comme ça. Déjà, on verra, on verra combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, lancer directement 26 épisodes, c'est déjà rare. C'est ça. Donc, le format classique aujourd'hui, c'est 12 ou 13 épisodes, c'est-à-dire effectivement une saison. C'est basé Pourquoi on est toujours dans ce marché qui n'aime pas la prise de risque. Donc une saison, ça permet de voir. Si ça marche bien, on préfère faire une deuxième saison plus tard. Si ça marche pas, on s'arrêtera là. Et du coup, il y a plus de portes de sortie et d'évolution parce qu'effectivement, on veut pas prendre de risques. C'est la raison principale, elle est là. Donc, et sans doute aussi justement le côté télévisuel, l'importance de la diffusion télé qui est moindre qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, les gens, on s'enfile les séries en un week-end. Que ce soit 13 ou 26, c'est un week-end. Si on aime, c'est un week-end. On l'achète en DVD, en coffret. Parlons de binge-watching. Voilà. Donc, de toute façon, ça fait quoi? Ça fait 13 épisodes, 23 minutes, donc c'est comme un jouable 2 épisodes américains. Et alors, haute variation, les épisodes de 4 à 8 minutes, parce que là je suis sur les shorts Netsuzo Trap là, c'est court hein. Pourquoi tu regardes ça? Mais c'est pas mal. Mais on est aussi là vraiment on cherche à réduire effectivement produire 11 minutes ça coûte moins cher que produire 23 minutes. Il y a aussi ces fameux créneaux télévision qui deviennent de plus en plus difficiles à obtenir et qui sont de plus en plus chers. En fait, produire de l'animation ça coûte très cher. Et aujourd'hui, la facilité, ça coûte beaucoup moins cher de mettre un drama, de mettre une émission, de mettre un jeu ou autre chose, donc c'est beaucoup plus difficile de placer ces séries d'animation. Donc du coup, pareil, des formats courts de 5 ou 11 minutes, c'est plus facile de trouver un petit créneau et du coup les producteurs s'en contentent pour... Il y a aussi la diffusion sur les supports. On va finir par avoir des animés comme au début du siècle de 5 minutes. Il y a les supports mobiles aussi qui arrivent aussi. Du coup, ce sont des formats qui permettent aussi de mieux s'adapter et de trouver ensuite d'autres créneaux de diffusion. Il y a beaucoup d'animés. Les animés au format court, en fait, ils sont souvent faits au Japon pour être diffusés sur YouTube ou sur les YouTube japonais. Et puis c'est plus pratique pour la plupart des Japonais qui aujourd'hui, comme les Français, ont leurs yeux fixés sur le portable. Ils l'ont eu toujours ils l'ont eu avant plus nous, que nous. Ils ont eu la consommation de médias et le manga pour mobile aussi qui et donc ils peuvent regarder ça dans le train facilement, 5 minutes, le temps de changer de station et puis voilà. Mais je connais pas, effectivement, quand je regarde sur Crunchyroll, je connais pas je pensais à Trap, je sais pas c'est quoi ça. Son format d'origine. Son format d'origine, je le connais pas. Je saurais pas dire. Aussi c'est tiré d'un manga.
D'accord. C'est tiré d'un manga. Hein. Je ne sais pas du tout. Je sais juste que les épisodes sont pas assez longs. Heureusement, je rentrais de vacances, j'en ai pu en voir plein. Après, il y en a qui exploitent bien leur format short, ça dépend un peu de la réalisation. Par exemple, le Luco, je pense que si tu en regardes plus longtemps, tu as un cap de cerveau qui pèse. C'est ça, c'est un peu comme Adventure Time, faut pas en abuser. Comme TQ. C'est un condensé de. Je sais pas si c'est très courant, mais des. Alors attention, j'ai réussi à le placer 3 fois aujourd'hui. Donc c'est là où Cristal était sur Nico Nico. Et Nico Nico, donc, nous proposait les sous-titres pour l'intégralité de pour l'international, français, anglais, etc. C'est génial de faire ça. Mais ils ont fait un moment, mais ils ont arrêté. Ils l'ont fait sur Sailor Moon et sur une série Fate. C'est ce que je me demandais. Et sur une seule saison de Sailor Moon, je me demandais si d'autres. Non, mais c'est encore des idées. À un moment, ils avaient fait Black Rock Shooter aussi. Enfin, il y a eu une époque où ils en faisaient un peu plus et puis. Mais ça, c'est les initiatives japonaises. Les Japonais, des fois, ils s'imaginent que ça y est, maintenant, ils ont l'outil pour tout maîtriser depuis le Japon et diffuser partout dans le monde. Ça a marché une fois en tout cas. Mais ça n'a pas marché parce que Nico Nico, déjà, il faut trouver l'interface qui est en anglais et puis en plus, je crois qu'il faut absolument s'inscrire pour regarder quoi que ce soit. Galère. C'est hyper compliqué. Je viens de penser il y avait pas mal d'amis à moi qui a regardé Sailor Moon Crystal sur Nico Nico? Tous les jours. Il y a eu non, mais elle avait la motivation. On a trouvé. Non, on était plusieurs parce que donc on pouvait chatter sur le. Oui, voilà. On peut chatter sur le dessin tu peux commenter. Oui, on chattait. Donc on s'envoyait des commentaires sur ce qui se passait en même temps. Donc on était assez nombreux quand même. Non mais moi je me rappelle m'être inscrit, les pires galères de ma vie pour m'inscrire, c'est sur des sites japonais, Pixiv, Nico Nico, à l'époque où c'était limite fallait un mail avec un point JP quoi, donc je m'étais créé une boîte mail. Ça a dû changer, mais ils sont toujours en retard par rapport à ça. Et oui, ça je suis d'accord. Par contre, c'est très, Et des fois, ils ont des initiatives un peu comme ça d'un coup, ils vont faire un truc en sous-titré 46 langues et puis ils vont arrêter. Puis surtout, ils vont se dire d'un coup, on va traduire notre site en français. En fait, non, Pixiv, retour en arrière, très bien. Voilà, ou à moitié traduit. Bon, c'est ça, oui, à moitié. J'ai l'impression qu'ils sont un peu timides aussi, c'est-à-dire que moi, ce qui me surprend, c'est le temps d'attente entre 2 saisons, je sais pas, de Attack on Titan ou One Punch Man. J'y pensais, mais pourquoi autant ? Et du coup, j'ai l'impression qu'ils lancent une machine pour une saison, qu'elle fasse 13, 26 épisodes, quoi que ce soit, et après... Et ils lancent pas la machine tout de suite pour la suite, alors que c'est un carton. Enfin, moi, je comprends pas. Ça retombé un peu, toi, tu sais que aussi le processus d'animation est quand même assez lent et que c'est pas au moment, surtout quand tu fais que 13 épisodes, au moment si ça commence à avoir du succès au bout du 5e ou du 6e, tu sais très bien que si t'attends là pour te dire on va faire une saison 2, elle va pas pouvoir arriver le trimestre d'après. Bien sûr. C'est le fameux préjugé de l'animation est mauvaise parce qu'elle manque de budget. Non, c'est parce qu'elle a mal géré son temps, qu'elle a pas eu le temps. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi le fait que, moi j'essaie de comprendre pourquoi il y a autant d'attentes, peut-être plus qu'avant, c'est parce qu'il faut reformer l'équipe aussi, c'est-à-dire que comme c'est tous des freelances, là par exemple Mob Psycho, moi j'attendais la saison 2 et je crois avoir compris qu'ils vont refaire une saison 1 en fait. Ah bon? Ouais, ça va être une nouvelle adaptation. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oh là là. Tu en sais des choses. C'est une nouvelle, ils disent pas saison 2, ils disent nouvelle adaptation de Mob Psycho. Alors je me suis dit, ils ont pas réussi à récupérer toute l'équipe d'avant, ou alors ils sont... j'imagine qu'il doit y avoir des petites tractation entre les studios, c'est-à-dire que le studio d'Attack on Titan ou le studio de One Punch Man, il sort renforcé d'un succès comme ça. Donc c'est 8 studios, il me semble. Pour One Punch Man pour Attack on Titan. Attack on Titan, c'est 8. Ouais. One Punch Man, je crois que c'est Madhouse. Oui, voilà, c'est un plus gros studio. Et Mob, c'est Bones. Et du coup... frustration de One Punch Man que j'ai regardé et qui fait la fin et tout, était là. Eh ben c'est fini. Va renforcer les ventes du manga. Ouais, c'est ça. Et après tu te jettes sur lire le tome 7, dépêche-toi. Attends, ça peut continuer longtemps. Sachez que je suis encore qu'au top. Fabrice, pour Attack on Titan. Pour Attack on Titan saison 2, je ne sais rien. Mais saison 3 parce que la 2 elle est passée cette année. Ouais, enfin la suivante. Mais l'attente entre les deux. Ils ont un problème actuellement, je crois, c'est que ils ont plusieurs problèmes, mais l'un des problèmes, c'est que narrativement, il se passe rien. Donc, ils se demandent comment ils vont faire pour faire une bonne saison. Ils font comme Olivier Tom, ils courent sur longtemps. Sur le 3, mais déjà que le 2 avec une narration, c'était pas très... Ils ont qu'à faire que du Sakuga, et puis voilà, que des belles animations. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait moins... Ce système de saison fait ça permet d'adapter le manga tel qu'il est vraiment, et du coup, on préfère aujourd'hui laisser le manga ensuite reprendre de l'avance et réadapter le manga que de délayer la sauce. Que de faire des fillers. Comme on l'a vu sur comme dans One Piece. Comme dans Naruto. Comme dans trop de choses. Non, je suis pas d'accord, je porte en faux. One Piece n'est pas une série à fillers.
Pas tant que ça. Il y en a. Naruto, je confirme, il y en a. Mais il n'y a pas tant que ça par rapport à d'autres séries qui portent le nom de Bleach ou Naruto. D'après ce qu'on m'avait dit, le problème de One Piece, l'animé actuellement, c'est que normalement, pour faire un épisode, il faut 2 numéros de Jump. Mais que ils ont tellement pris de retard ou quoi que ce soit que Jump a pris tellement de retard que maintenant ils en sont à un épisode par Jump. Donc ce qui fait qu'ils doivent délier l'épisode. Et le problème, c'est que l'une des solutions serait de faire des petits arcs inédits, comme il y a eu 2-3 fois. Seulement le problème, c'est la même chose, c'est une question de temps. Il faut trouver une équipe qui fasse le scénario, qui soit approuvé, qui crée les personnages qui vont arriver, etc. Et donc ils peuvent pas. De toute façon, on voit que les épisodes durent 8 minutes en fait. Si tu me reparles. Le pire, c'est l'intro, quoi. Chaque épisode. Le générique, la récap, et puis à la fin, t'as le prochain épisode, et puis générique, et puis t'as regardé 8 minutes en vrai. En fait, c'est Dragon Ball, quand on était petits, on se disait, mais il s'est rien passé ou c'est moi? Non, et les fameux épisodes résumés aussi. Résumés. Il pourrait faire des épisodes de fanservice. Du coup, dans Zoro en slip, Robin en maillot de bain. Ouais, il y en a eu il y a pas longtemps. J'en vois moi de temps en temps passer des épisodes résumés en mi-saison en général. Ouais, moi ça fait longtemps que j'ai. Mais bon, comme je regarde pas autant de séries que vous, mais bon, dans Evangelion, il y en avait. C'était. Moi, je me rappelle de Wolfsman, il y en avait 4. Ah oui. Il y en a eu un pour Tanya the Devil, où on est là, ouais, épisode 11, ou je sais plus, non. Bref, moitié. Et 11.5, je crois. Et résumé. Et t'es là, j'ai perdu une semaine de ma vie. Parce que t'attendais la suite, et là t'arrives sur un... Dans Kimi no Todoke, il y en a aussi, c'est quand même fou. Et du coup, avec ce calibrage, en fait, de la création, de l'adaptation, on n'aura plus comme on a eu, par exemple, pour FMA, avec des fins alternatives qui amènent... Si, ça arrive encore des fois. Si, ça peut arriver, oui. Ce que j'étais en train de me demander, j'ai l'impression que c'est carrément une plus série souvent pas que bizarrement, enfin que ça prend moins de liberté, mais en fait c'est peut-être par exemple sur Enchant Magus Bride, a priori je sais pas si ça sera une vraie fin, mais il y aura quand même une conclusion alors que le manga va continuer. D'accord. Et ils ont fait d'ailleurs une création originale. Alors j'ai pas très bien compris parce que l'épisode les OAV, oui, c'est une préquelle. Donc ça, ce n'est pas tiré du manga, c'est une création effectivement. Et c'est ce que j'appelle moi une OAV pour l'instant, et qui a été effectivement écrite pour être cohérente avec la série. Mais oui. Non, je souris parce que j'allais citer pour la 4e fois une autre série que non, pitié. C'est la mode. En disant qu'effectivement à l'époque même avec le manga qui était en cours de parution, etc., il suivait pas forcément le scénario du manga. Et l'animé s'inspirait, mais allait... prenait pas mal de liberté. Il me semble que l'animé de Sailor Moon a très vite dépassé le manga et qu'il fallait qu'il... oui, mais ça c'était le cas de justement toutes ces séries qui étaient parties pour durer assez longtemps, qui étaient souvent tirées d'un manga qui était publié depuis 1 an ou 2 seulement. Et puis qui faisait un carton. Voilà, qui faisait un carton et qui était très vite rattrapé sur l'adaptation animée et qui ensuite, il fallait trouver des idées. Donc soit effectivement on fait des fillers, ou soit on choisit à un moment, ou même dès le départ, de faire quelque chose d'autre, mais il y en a plein des exemples comme ça. Je suis en train de me demander, Chevalier du Zodiac, Dragon Ball, les grosses séries, ils ont tous eu des... Non, il y a des variantes mais pas sur les fins. Pour Senseiya, c'est au niveau des personnages, il y a plein de choses qui ont bougé. Parce que Moonies, la fin, rien à voir. Puis Dragon Ball, c'est un peu un des rares mangas où on a demandé à l'auteur du manga de continuer. Parce qu'il voulait... Moi, je crois qu'il voulait finir après Cell, et on lui a dit non, vas-y, continue. Il voulait s'arrêter à Freezer, mais au final. Et ça aurait été la fin. Le mec, à tous les boss, il voulait s'arrêter en fait. Non, mais ça y est, les mecs, faut arrêter là. C'est pour ça que je lui en veux pas trop de s'en foutre complètement de ce qui est fait Dragon Ball maintenant, parce que bon, on l'a forcé à l'époque, mais heureusement, on n'a pas, je pense, forcé tous les mangaka à faire ça. Après, je trouve qu'il s'en est bien. Pour quelqu'un qu'on a forcé, jusqu'à la fin, c'était pas si mal. Et peut-être le GT ou non, ça n'existe pas. GT, il a pas participé. GT, c'était déjà un mutant. C'était pas mal, Ouais, d'accord. C'est un petit bout. Tournoi de sel, après. Du coup, ça me fait toujours rigoler quand il y a marqué que Toriyama a fait le scénario. Enfin, vous savez, c'est long métrage où on dit scénario par. Enfin, j'imagine qu'il a dû. Inspiré. Il a dû regarder le pitch qui faisait 3 lignes. Il a fait. Je crois qu'on a retrouvé son nom au générique de Dragon Ball Evolution, donc. Ah, mais je n'ai pas vu. Ça n'existe pas. C'est comme le film de Death Note, ça n'existe pas. Je l'ai pas vu celui-là, mais c'est parce que j'ai retenu. Comme le film de Nadia aussi, ça n'existe pas. Toi aussi, tu l'aimes beaucoup. Non, enfin oui, mais non. Mais en fait, non. Il avait été fait. Non.
Oui, non, mais non, ça n'existe pas. C'est pire que les épisodes de Nadia sur l'île qui avaient été sous-traités en Corée. Avec un lion plus grand que d'habitude. Voilà. Tiens, on n'en a pas parlé d'ailleurs pas trop parlé de la sous-traitance à l'étranger. C'est quelque chose qui aujourd'hui est commun, courant. Ça continue, bien sûr. Ça l'est depuis longtemps en fait. Depuis toujours, ils ont très bonne relation entre les studios coréens notamment. J'avais entendu ces derniers temps que tout le monde râlait en disant maintenant c'est scandaleux, ils ont tellement pas d'argent qu'ils envoient ça à l'étranger, mais ça a toujours été. En fait, c'est juste que maintenant, mais peut-être les noms génériques avant. C'est ça. D'accord. Il y a des noms coréens qui apparaissent maintenant, incroyable. Chinois, quoi. Mais c'est souvent pour les décors, les intervalles. Comment dire au Japon, ils continuent de faire le design, l'animation, enfin les étapes, l'animation clé, les étapes les plus importantes au Japon. Alors qu'en France, par exemple, on sous-traite des séries d'animation complètement. Toute l'anime est faite à l'étranger. On fait juste le scénar, les designs et voilà. Donc c'est une bonne relation de sous-traitance, si on peut dire. Leur plus gros sous-traitant. Il y a des Air Movie notamment qu'on voit dans 90% des animés. Oui, non, mais en termes de localisation. C'est Corée, non ? C'est Corée ? C'est coréen. Corée du Sud ? Corée du Sud, bien sûr. Non, pardon, je pensais à un livre de Guy Delisle. Tout à fait, il y a eu des animés plutôt français faits en Corée du Nord, Corto Maltese et d'autres, qui ont donné au moins 2 très bonnes BD, une sur la Corée et une sur la Chine, par Guy Delisle, effectivement, Pyongyang et Shenzhen. Alors j'ai une question très difficile pour vous. Pour tous ? C'est une question pour tout le monde. C'est une question on allait à Japan Expo, j'ai pris mon micro et on allait interviewer tout le monde. J'ai posé cette question-là. Et croyez-moi, je l'ai vite changé parce que les gens n'arrivaient pas à répondre correctement. Mais comme vous êtes des experts, j'attends que vous me trouviez vraiment la bonne réponse. Donc celui qui me répond cosplay, non, ça va pas être possible. Et donc, on va commencer par Fabrice. Oh là là. Ah si. Attends, non mais tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas un quiz. C'est quel est ton meilleur souvenir de l'animation japonaise ? Ou lié à l'animation japonaise. Donc le cosplay, c'est pas possible. Non, ça serait pas le cosplay. Lié à l'animation japonaise. Et en plus, c'est vache parce que les autres, ils ont le temps de réfléchir. Alors moi, j'aurais pu sortir un truc. C'est le truc que ça peut être un moment dans ta vie, ça peut être un animé particulier, une scène, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça peut être plein de choses. Mais pas le cosplay. Non, sur rayon manga, j'en aurais eu un. Tout de suite. J'en ai eu un que je t'ai raconté tout à l'heure. Mais sinon, ça a été peut-être de voir sur une petite télé mon premier Ghibli, Le Château dans le ciel. Pourquoi c'est une petite télé ? Parce que j'étais encore étudiant au Japon et c'est le premier Ghibli que j'ai vu. Passé à la télé ? Qui passait à la télé, et après j'ai vu le deuxième que j'ai vu, ce fut Mimi Osumaseba. Il est chouette celui-là. Donc voilà, mais le premier ça a été Le Château dans le ciel et ça reste mon préféré. Mais, qui est passé à la Villette il y a 2 ans sur écran géant sur l'herbe. Voilà. C'était très chouette à voir, il y avait beaucoup de monde. Et sinon après quand je parlais mieux japonais, je me rappelle avoir ma mère est une fanat de Ghibli, va te faire voir Disney, et je lui ai traduit mot à mot en direct live Totoro. T'as fait les graous. Non, mais parce qu'il est ultra simple quand même au niveau. Au moment je reviens, je dois aller boire de la bière. Ah, c'est Totoro. On passe à Marc. J'hésite entre mon premier. C'est le meilleur. Le meilleur souvenir. Pas forcément le premier. Sauf si le premier est le meilleur. C'est ça. Alors, moi, c'est plutôt un souvenir déclencheur. On va dire que c'est Akira. Parce que c'est non seulement un de mes films préférés et c'est le film qui m'a fait croire que quand j'étais au collège en fait, c'était en voyage en Angleterre et la semaine avant qu'on arrive, tous nos Coréens anglais avaient vu Akira, il passait à la télé et du coup il avait enregistré, il me l'avait montré et donc je reviens en France, je l'achète en VHS, tout ça. Et du coup, en le voyant, je me disais mais en fait, les animés japonais, à part ceux qu'on voit à la télé, ils sont tous comme Akira, ils sont tous aussi bien animés. En fait, j'étais au collège, mais j'avais déjà cet intérêt pour passion pour l'animation qui me fait vibrer, enfin l'animation. Puis alors, super Akira, voilà. Et donc évidemment, et du coup c'est pour ça que j'ai commencé à chercher les films de Dragon Ball Z, les OAV, enfin tous ces trucs là. On était au début des années 90 là. Et je savais déjà qu'il y avait des films de DBZ, des trucs comme ça, mais
en VHS, mais pas du niveau d'Akira. Et donc j'ai commencé surtout à importer des mangas vidéo UK, enfin donc le label, voilà. Donc je vais pas m'étendre, mais en tout cas c'est le film qui m'a fait découvrir un autre level de l'animation pure, voilà, au Japon. J'ai encore la double VHS Akira. UK. Mais moi j'avais même acheté le Production Report, il y avait un making-of effectivement. J'ai la VHS, c'est moi qui ai dessiné Akufo. Mais ouais. C'était le tout premier film que j'ai enregistré. Mais sinon en Manito. J'hésitais quand même avec Porco Rosso aussi, qui était mon premier long métrage d'animation vraiment en salle, parce que j'habite en province, donc j'ai pas eu Akira et tout ça, pas au cinéma, mais Porco Rosso c'était mon premier Ghibli et mon premier film d'animation que je pouvais voir en salle, et la sensation de voir de l'animation. Akira, je l'avais vu première séance aux Champs-Élysées. J'ai encore le ticket parisien. et je me rappelle. J'étais trop petit. Je me rappelle plus si j'étais je devais être dans l'avant dernier à être rentré pour la première séance, et je crois que j'étais debout. les 15 derniers on était debout. Et puis je me rappelle que dans la file il y en avait un, parce que le manga commençait à sortir chez Glénat, et il y en avait un, il fait oh la vache, mais c'est un film, est-ce qu'ils vont couper avant la fin, parce qu'on n'a pas vu la fin de chez Glénat. Et toi Olivier? C'est pas très original, mais ça va être aussi lié à du Ghibli. Moi, c'est le festival de Corbeil-Essonnes. J'ai eu la chance d'aller à ce festival qui avait lieu en 1991. Et pendant plusieurs semaines, je sais plus si c'était 2 ou 3 semaines, dans ce festival, ils ont passé tout ce qui existait du studio Ghibli d'un coup. Donc j'ai découvert en quelques semaines. Alors on m'avait déjà montré, j'avais rencontré l'équipe qui avait déjà monté Animeland à cette époque-là. Donc on m'avait déjà montré en VHS et en VO un peu de Kiki ou le Château dans le ciel. Et là d'un seul coup sur grand écran dans un festival, voir Nausicaa en entier en VO, voir le Château dans le ciel, Kiki, Mon voisin Totoro, Le tombeau des lucioles, jusqu'à Omoide Poro Poro, et plus des films de Tezuka aussi, tous les courts-métrages, Jumping, et des classiques aussi d'anciens films. La cocaïne n'aurait pas fait mieux. Et tout ça en quelques semaines, mais comme le festival avait un tout petit budget, c'était pas sous-titré, c'était, comme tu l'as fait toi, c'était traduit en direct au micro. À la bouche. C'était pas moi. J'aime bien le twist de cette histoire. C'était assez spécial comme expérience, c'est le seul endroit où j'ai vécu quelque chose comme ça. Et puis, le tombeau des lucioles traduit comme ça en direct au micro, c'est vraiment très spécial. Il mettait l'intonation ou pas du tout? C'était une japonaise et qui avait un ton très neutre, très monocorde, comme les Polonais qui des fois, quand il y avait des gros mots, on sentait la petite hésitation. Merde. Oh zut. Et à la fin elle dit merci pour tout. Mais je peux vous dire que les émotions elles passaient malgré ça. Oui, j'imagine. Et le tombeau des ciels, on est tous ressortis. On a découvert on a découvert ce film là. Et il y avait Takahata qui était là. Ça va, tranquille. Oui, bien sûr. Et il y avait un représentant de Tezuka aussi qui était là. 91, c'est ça tu disais? 91, ouais. C'était la première fois que tout ça, et voilà, et forcément ça a été un souvenir assez incroyable. Alors que moi dans ma province on avait les VHS transcodés 40e génération qui avait traversé toute la France, parce qu'on avait la couleur et le son. T'as pas besoin d'être en province pour ça. Il fallait quand même aller jusqu'à Corbeil-Essonnes. Oui, c'est vrai quand même. T'as gardé la terre qu'il a foulée dans un petit pot. Il fallait aller jusqu'à Corbeil-Essonnes, et les projections des fois elles se finissaient le soir à 22h, 23h, donc c'était pas forcément. Du coup, et toi Marcy, c'était quoi toi? Tant qu'à faire, nous aussi on va essayer de faire plus vite pour nous. Mon plus beau souvenir de l'animation, meilleur en tout cas, c'était, alors je me rappelle jamais de ce festival qui avait eu lieu dans les années 90, organisé par les Japonais. Il y en a qui doivent s'en souvenir par ici. Donc c'est les Japonais qui avaient organisé un salon, il y avait plein de stands japonais, et en avant-première, il y avait un film que je n'avais jamais entendu parler. Je me suis retrouvée dans la salle par hasard, et c'était le trailer, et c'était Ghost in the Shell, et commence le fameux trailer avec la chanson éponyme de ce film, et l'intro de la création donc du personnage Kusanagi, et là on est là et je n'ai pu voir que ça, et je m'en souviendrai mais juste toute ma vie, de la musique, de l'image, de tout,
plus tard, ça sorti en France. Plus tard, j'ai même, je me souviens, je suis allée à la Fnac et j'ai dit excusez-moi, je cherche les musiques de quelque chose qui s'appelle Ghost in the Shell. Je connais pas. Ils ont cherché sur un petit ordinateur et ils ont trouvé mais c'est au Japon, mais ça va vous coûter 200 francs de le faire venir. Et moi, c'était toute ma fortune, j'ai pas pu me le payer. Et des années plus tard, je l'ai retrouvé. Excusez-nous, je l'ai trouvé à 99. Oui, j'ai concis, voilà. Mais à l'époque, je n'ignorais que c'était pas des vrais. On m'avait raconté une légende là-dessus. Et voilà. Donc c'est mon meilleur souvenir, c'est ça. Et c'est des taux alors, j'ai réfléchi depuis tout à l'heure en mode oh là là. En fait, je me rends compte que vous avez parlé de votre première rencontre avec l'animation et enfin pour moi qui suis désolée née en 92, ça avait un peu rien à voir en fait. Enfin à l'époque c'était plutôt télé. Enfin je veux faire vivre la nostalgie de nos plus jeunes auditeurs, mais pour moi c'était télécharger des DivX, essayer de les graver sur des CD-ROM par paquet de 4 et espérer que ce soit compatible avec. C'était pas facile les années 90. Et espérer que ce soit compatible avec mon lecteur DVD de salon pour les regarder confortablement dans un canapé. Aujourd'hui, nous avons des auditeurs en fait qui sont autour de la table et qui nous écoutent et qui font des petits yes de victoire parce qu'ils sont jeunes et qui se retrouvent dans ces détos. Pleurer parce qu'on a téléchargé un sous-titre espagnol à la place ou encore te rendre compte que quelqu'un s'est dit je vais mettre une police super illisible incroyable et te rendre compte que tu n'arrives pas à lire tes épisodes, tes sous-titres d'épisodes parce que la police est trop farfelue. Donc voilà, moi ce qui m'a en fait je pense à un vrai déclic que j'ai eu, c'était sur les boîtiers DVD de l'époque. Ça devait être Biz et en fait on m'avait prêté je pense Witch Hunter Robin en coffret DVD qui était plutôt chouette et en fait il y avait une bande-annonce pour Axine et en fait il m'a juste coaché cette bande-annonce pour un anime au final très décevant que j'ai mis beaucoup de temps à choper tous les DVD parce que c'était un peu cher à l'époque et c'est la musique de Yuki Kajiura qui m'avait foutu une grosse claque et c'est vraiment l'époque où je récupérais les musiques en lançant mon lecteur DVD sur l'ordi avec une espèce d'Audacity de l'époque pour même les musiques des menus DVD par exemple du Château dans le ciel, je les ai enregistrés en MP3 pour me les passer parce que à l'époque je pouvais pas les CD. Ah ouais, t'es une warrior en fait. Et donc voilà, plus mes premiers pas de graphiste en faisant les jaquettes moi-même de mes CD DivX. Tu vois. Formidable. Voilà. Et toi, monsieur Culot? Moi, j'avais déjà raconté une fois un souvenir avec du vélo, de la pluie. Et, oui, exact. Je sais plus quand ça m'a vraiment marqué. Mais à cette époque-là aussi, j'avais découvert la VHS de Lodos. Et donc, j'étais tombé dans Lodos et ça m'a marqué pendant vraiment beaucoup d'années. Je suis désolé, je suis beaucoup plus court que toi, du coup. Mais bon, c'est vrai que moi, je suis trop bavarde. C'est très difficile de choisir, mais c'est vrai qu'à cette époque-là aussi, j'étais tombé sur. Enfin, ma mère m'avait offert la VHS. On avait très peu d'argent et donc on pouvait s'acheter que très peu de choses. Et dans ce très peu de choses, elle m'a offert la VHS de Porco Rosso et la VHS, je l'ai tellement regardée qu'aujourd'hui, je pense qu'elle est même plus lisible en fait, parce que c'était vraiment du genre à 2 à 3 fois par jour. Ce qui fait que même aujourd'hui, je connais encore la VF quasiment par cœur, tu vois. Et quelle VF et quelle VF, parce que c'était Jean Reno quand même. Et Jean-Luc Reichmann, qu'on oublie trop souvent, qui faisait Curtis. C'était quand même la bonne époque. Ouais. Et toi, Kobito? Moi, j'en ai deux. Alors, une très courte. Premier voyage au Japon avec une bande de potes qui maintenant sont aussi vieux que moi. Salut June. Et donc on arrive au musée Ghibli et là on a quatre beaux mecs, on va dire de la taille d'une armoire normande. Moi je me considère partie des 4. Et on rentre dans la salle de projection du musée Ghibli puisque tu arrives avec ton petit ticket que tu as eu à l'entrée. Tu t'installes et puis là derrière toi tu as les familles qui s'installent, très jeunes, les papas, les mamans. Et là ils te balancent. Alors là tu sais... En gros, tu sais pas trop ce que tu vas voir, parce que c'est là où on te montre un peu ce que font. Et là, tu as le droit au film le court-métrage du bébé Nekobus. Oh là là. Et là, tu regardes ça, il y a une émotion qui arrive vers toi et puis t'entends. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a les gamins derrière, ils pleurent. Non, c'est pas les gamins qui pleurent. T'as 4 grands cons qui ont les larmes plein les yeux. Tu vois, t'es enrhumé? Ouais, je suis enrhumé, ouais, grave. Et puis les Japonais derrière. Ils sont dingues, non? Qu'est-ce qui se passe? Et nous, on était là en train de se prendre... de voir le bébé Nekobus, et puis d'un coup, je crois que c'était fini quand il y a Totoro qui sort de la forêt. Et là, on était couchés par terre, quoi. Tu vois, genre... Avec le parapluie. Merci pour le spoil. Non. Et après, évidemment, on a vu le Nekobus, la grand-mère qui emmène tout le monde sur la Lune. C'était génial. Et, encore un spoil. On l'a pas vu. Pour ceux qui... vieux, vous le verrez plus. Pour ceux qui savent pas, les courts-métrages qui passent dans le musée sont exclusifs au musée et on peut les voir nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Donc
c'est vraiment une légende. Même pas l'émission. Moi, j'ai eu l'araignée d'eau, c'était pas aussi. Non, et puis après, le souvenir très rapide, projection du film de Do You Remember Love, Macross en France. Et là, vous tapez le film, c'est génial, t'es à fond dedans, puisqu'en plus, il y a une des scènes que j'adore avec les missiles, avec la marque de la bière sur le missile, si tu regardes ça au ralenti. Et d'un coup, il y a Min-May qui est devant son micro. Et là, il y a un putain de silence parce que dehors, c'est juste la guerre. Ils sont en train de se faire sauter la gueule. Et puis là, elle est devant son micro et il y a une larme qui perle. Et là, normalement, c'est un silence de mort. Sauf qu'il y a un con dans la salle qui a fait ploc. Et là, tout le monde a explosé de rire. Ça a cassé la scène, mais d'une puissance. Voilà, donc des bons moments. Bon, à part après, si vous voulez, je peux vous parler aussi de Rotsuki Doji diffusé dans une église pour une convention, puisqu'on avait retrouvé une convention. Et là, vous passez quoi? Rotsuki Doji. Vous avez vu où on est là? Pas de problème. C'est le public qui a choisi. C'est normal. Et les projections de groupe, c'est quand même quelque chose à vivre. Il y a les deux seules nanas qui étaient là. Elles sont sorties, mais discrètement. Je les ai vues, genre. Je mais pourquoi? Merci, on serait resté. Je leur ai dit, mais pourquoi vous partez? Tentacule. Donc voilà. On fait encore des projections de groupe. Oui, je crois à Pizza, ils en font. Oui. Enfin, si, non, dans toutes les conventions, ils en font, mais c'est vrai qu'il y a peut-être J'en avais fait une il y a quelques années à Animint, qui est une petite convention à Évry, et genre à 2 ou 3 heures du mat, ils avaient passé Piano Forest, et je peux vous dire que la scène de la petite fille stressée qui s'imagine sur des toilettes quand t'es dans un amphi à 3 heures du mat, ça passe très très bien. À 3h du mat, j'ai regardé Le Roi Léo. Mais si on continue sur les souvenirs, je pense qu'on va plus s'arrêter. Oui. C'est toi une dernière question? Oui. Si, t'as une dernière question. Si vous voulez, là maintenant, recommander une série à nos auditeurs, donc des gens normalement qui ont un minimum d'intérêt pour l'animation. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Soit un truc récent, soit un truc vieux, comme vous voulez. Allez, cette fois on va pas laisser le choix, c'est... Alors Olivier, vas-y, le meilleur choix Crunchyroll. Il y a plein de pièces sur Crunchy. Ça a le droit de faire un coupon promo. Non, mais c'est très très dur de lâcher une série comme ça. Alors on va dire ta série du moment peut-être. Ouais, sinon. Celle en ce moment qui est vraiment. Ou un film, enfin, truc on va dire récent. Le dernier truc qui t'a fait dire, ouais, l'animation japonaise, c'est encore super trop cool. Yuri on Ice. Ouais. Ok. Ouais. Moi, ça serait un long métrage. Ça sera Lou et l'île aux sirènes. Même s'il y a Dans un recoin de ce monde qui vient de sortir. Mais Lou, c'est particulier, c'est Yuasa et c'est le premier film grand public de Yuasa. Donc allez le voir au cinéma. C'est chantant, c'est dansant, c'est cool. Coloré et en fait je l'ai même apprécié mieux la deuxième fois parce qu'il y a un côté addictif. Et il y a plein de Français qui ont bossé dessus, c'est trop bien. La France, le Japon, tout ça, Jacques Chirac. Et donc une pensée pour lui d'ailleurs. Et voilà, donc allez voir Lou et l'île aux sirènes et Dans un recoin de ce monde aussi. Voilà, c'est mes deux coups de cœur. Je dois aller le voir la semaine prochaine, Lou et l'île aux sirènes d'ailleurs. Ça passe dans mon petit cinéma dans mon coin. À mon avis, ça va pas passer longtemps. Ouais, je vais aller voir ça. Je rajoute 50 points sur Dans un recoin de ce monde. Ouais. Sur Enchéri. Et toi, tu nous conseilles quoi? Une série ou un film? T'en veux ce que tu veux. Un truc que tu dirais, voilà. D'animation. Bon, allez. Yokai Watch le film. Je l'ai vu, il est pas si mal. Allez, on va faire une avant-première. Je vais dire Marie et la fleur de la sorcière. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Je l'ai vu. On est impatient de savoir ce que tu en as pensé alors. Ouais. Explique-nous comment tu l'as vu. Au Japon. Au Japon. Oui. Il est sorti au Japon? Il est sorti cet été, oui. C'est pas d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas un gros succès. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Je vais pas rentrer dans les détails. Le début est un petit peu laborieux, mais après ça passe très bien. J'ai préféré ça, par exemple, à Arrietty. Mais alors, c'est du Ghibli ou c'est pas du Ghibli? Alors, c'est quoi? C'est Ponyoc. Oui, c'est le studio Ponyoc. Mais étant donné que tous les Ponyoc. Alors on m'a dit Ponyoc, en fait c'est midi, c'est du polonais ou je ne sais quoi, mais ça veut dire c'est midi. D'accord. Okay. Voilà. C'est l'heure de la bouffe. Est-ce que c'est mitigé ou pas le... Pardon. Et donc on peut dire que c'est pas un Ghibli puisque c'est Ponyoc, et on peut dire que c'est un Ghibli parce que tous les goodies sont dans les bonnes boutiques de Ghibli. Les Ghibli Shop donc. D'accord. Ceci est intéressant. Bon, mais on retrouve la patte ou c'est quand même un peu plus personnel? Ah non, c'est
complètement Ghibli. Quand on voit la bande-annonce déjà, ils ont singé des mouvements. Enfin, la bande-annonce c'est horrible, là, je trouve. Mais... Non, mais c'est beau, mais c'est perturbant. En fait, c'est pas horrible, c'est juste. Tu retrouves des sensations d'anciens plans de Ghibli dans le plan de ces films, mais en même temps, c'est pas. Injustifié, je veux dire, c'est pas illégitime puisque c'est des anciens Ghibli qui font ce film, mais voilà, mais je te laisse continuer. C'est juste que c'était perturbant la bande-annonce. Non, mais moi j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pile poil Miyazaki, autant copier le maître, et puis c'est bon. Et le film se laisse très bien voir. À la limite, il y aurait une suite ou une préquelle, je serais pas contre. Voilà. Et je crois que c'est en février. Le 21 février. Chez Diafana Distribution. Quelqu'un a dit, en tout début, avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer, le mot scoop. Quelqu'un a un scoop ? Quelqu'un a un scoop. C'est toi qui as un scoop ? Non, c'était Olivier, je crois. C'est Olivier qui a un scoop. Tu croyais pas que j'allais là ? Moi aussi, je t'avais entendu. C'était quoi le scoop ? Non, mais c'est personnel, ça. C'est cool, si tu veux le partager avec 20 000 personnes, tu peux. Est-ce que c'est le lancement de ta chaîne YouTube ou pas ? Non, c'est ta nouvelle chanson, c'est ta nouvelle chanson, c'est ta nouvelle chanson. Non, c'est pas la nouvelle chanson. Non, parce qu'effectivement, alors j'avais dit qu'on en parlerait, mais puisque Cédéto le dit, tu as lancé ta chaîne YouTube dans laquelle on peut retrouver pas mal de choses. Non, mais j'ai lancé la chaîne YouTube. C'est pas pour lancer une chaîne YouTube. Ça faisait un moment qu'on me demandait toutes les chansons rigolotes que j'ai chantées. Les bitomanes. Voilà. T'en avais fait pas mal. Je me suis dit, tiens, je vais faire une chaîne YouTube et puis je vais les mettre dessus. Et cette chaîne aussi, elle a une deuxième raison, c'est que j'ai chez moi un stock de vieilles VHS d'enregistrements, soit d'émissions françaises qui parlaient d'animation japonaise dans les années 90, des trucs, des petites émissions qu'on a vues, comme par exemple l'émission de Cellulo là, qui avait fait la spéciale Miyazaki, des trucs comme ça. Et puis j'ai aussi des émissions japonaises, notamment cette fameuse émission où il y a Brigitte Lecordier qui est invitée au Japon et où on voit les comédiens qui enregistrent le doublage de Dragon Ball en France et tout. Un reportage où ils font un quiz au Japon où ils passent des génériques français de Bernard Minet et les Japonais doivent découvrir c'est le générique de quelle série. J'ai des trucs géniaux comme ça et j'aimerais les sauvegarder quelque part quand même avant que ces VHS. Sur l'internet, YouTube c'est très bien, c'est une excellente. Donc tu les mets en public. Oui, bien sûr, ça sera partagé. Le but, c'est justement de partager ces petits trésors et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait. C'est chouette les petits trésors. Franchement, alors pour ceux qui n'ont pas connu les Bitoman, c'était des films amateurs, mais très amateurs. De l'époque où ça voulait vraiment dire quelque chose de dire amateur. En fait, aujourd'hui, on parle de fan movie plus parce qu'ils ont une telle qualité. Il n'y avait pas du matériel professionnel pour tourner. Bitoman, non, clairement. Monté sur magnétoscope, les premiers Bitoman. Je vais vous montrer comment se bat un vrai corsaire. Mais ça a marqué beaucoup. Ça a marqué énormément. D'ailleurs, j'ai retrouvé le CD signé par tous les Bitoman. Bitoman, Atomic Ninja Master, France 5, à jamais dans mon cœur. Ramos Fighter pour ma part, donc je les ai revus. J'en ai marié un là ce week-end, donc ça m'a fait bizarre. Mais voilà, bon, on parle de c'est Bitoman, tout ça, c'est quoi? Ça y est, allez, 12 ans. Fin 90, début 2000, c'est ça. C'est ça, jusqu'au début des années 2000. Je suis vieille. C'est cartooniste, ça représente tellement de souvenirs. Oh oui. On va se quitter là. Merci à vous trois de votre participation. Oui, non, je ne demande pas à nous la recommandation de série. On fait ça tous les mois dans Mangaka Somake. De toute façon, personne ne nous écoute. D'être venus, surtout qu'il y avait des petits, on va dire, des gens qui n'étaient jamais venus nous rendre visite. Donc c'est toujours appréciable d'avoir de nouvelles personnes. C'était chouette. Pour ceux qui écoutent l'émission ailleurs que sur YouTube, on va se quitter avec See You Space Cowboy de l'animé Cowboy Bebop. On n'a pas beaucoup parlé, mais ça a beaucoup marqué. De l'ending non remixé. Il faut préciser, sinon vous allez peut-être nous dire non, c'est pas le bon titre. Eh bien si. Non, mais après on aime bien avoir des gens sur Twitter qui nous disent mais je comprends pas, elle vient d'où votre version? Parce qu'à chaque fois on met des versions un petit peu particulières. Je suis comme ça moi. Et donc du coup vous nous dites mais je comprends pas, je connais la chanson mais c'est pas elle que je connais. Je voulais trouver la version ukulélé mais j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Comme d'habitude, alors on remercie, comme d'habitude les sponsors. Merci à la boutique Ayaku Shop dans laquelle nous sommes aujourd'hui compressés 4 rue Nantes dans le 6e à Paris. Pas plus qu'un zip. Voilà, tenu par notre cher Kobito, dans lequel vous retrouverez évidemment tous les mangas et les animés. Alors pas tous ceux dont on a parlé aujourd'hui. Dans la librairie, pas dans moi. Je précise. Non, voilà. Non, ça serait. Attends, on est 7, on est un zip, on est un 7 zip, tout s'explique. Ouais, c'est ça. Oh. Je vais quitter cette émission. Pardon. Merci également à notre
partenaire Manga Mag, dans lequel cette fois vous retrouverez des chroniques manga et animés, et peut-être aussi ceux que l'on a parlé un petit peu, mais pas beaucoup à mon avis, parce qu'on est vraiment parti loin. Vous retrouvez effectivement les informations. Je vous ferai une très belle fiche pour ce mois-ci sur mangacast.fr. Et on se quitte sur notre phrase fétiche. Lisez des mangas, c'est bon pour vos chakras. Matez des animés, c'est bon pour votre sentif. On vous kiffe, merci. Et à bientôt. Salut, ciao. Au revoir. Ciao.